Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet à la fois compliqué, mais à la fois, on va dire, on va le traiter dans un angle un petit peu plus de bon cœur cette fois-ci, avec cette deuxième étoile qui est arrivée du côté de l'Inter maintenant il y a quelques jours, il y a quelques semaines si je puis dire. On va parler un petit peu de la Banterera de l'Inter qui a eu lieu il y a pas très longtemps. On va revenir un petit peu sur différents faits qui ont eu lieu, des différents faits marquants qui ont eu lieu durant cette banter pour un peu clôturer le chapitre définitivement avec cette deuxième étoile. Et pour en parler, j'ai un plateau 5 étoiles avec moi. Tout d'abord, Fédé, l'habituel, le M-Kitarian du podcast. Comment ça va, Fédé? Bah, salut à tous, salut Karim, puis bon du coup les invités qui vont être présentés d'ici peu. Ouais, ça va, là tu vas nous faire repartir 1 heure en mode déprime, mais bon, après une deuxième étoile, on pouvait se sacrifier 1 heure pour un podcast Banterera. C'est ça, Fédé. Il faut couper le passé. On a du mal peut-être des fois à se défaire de ce passé. Là, cette deuxième étoile permet de le couper définitivement. Et pour en parler aussi, on a avec nous P5 qui tenait absolument à faire ce podcast. Comment ça va, P5? Ciao Karim, ciao Fédé, ciao les gars, bonjour à toutes et tous les auditeurs qui nous écoutent en journée ou le soir. Un petit conseil, écoutez ça de jour, hein, parce que de nuit ça peut faire très peur, hein. Ça peut faire très très peur. Et pour compléter le trio d'intervenants qui va m'accompagner, aussi Giuliano du podcast Canale Inter. Comment ça va, Giuliano? Salut, ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invite. Ah bah écoute, Hâte de parler de cette bataille Herrera, mais en même temps pas hâte. Voilà. j'en parlais justement avec Fédé, j'ai dit écoute, on préparait le podcast, ce podcast-là, je pense, ce podcast Banter, j'ai dit il nous faut Giuliano, obligé, là, il faut lui ramener un peu, il faut le ramener dans les mauvais souvenirs, il faut le ramener dans certaines choses qu'on va bientôt évoquer, et donc évidemment qu'il fallait ramener ce trio d'intervenants. Juste avant de commencer les gars, évidemment, n'oubliez pas pour les auditeurs de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify de la Beneamata, de évidemment, likez la vidéo sur YouTube, donnez vos réactions, surtout là, niveau banter, si vous pensez qu'on a oublié certaines anecdotes, certains faits, on va faire le tour en majorité, mais évidemment, on pourra pas tout dire, donc on va certainement en oublier certains. N'hésitez pas à en mettre en commentaire. Pour vous, c'est quoi pour vous le pire fait, le pire truc qui s'est passé dans cette banter? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Spotify et sur YouTube. Nous, on va commencer immédiatement avec une petite introduction, les gars. Alors, tout le monde a un peu sa définition de la bande terre. Alors, qui, pour quand même pas mal d'entre eux, en travaillant un peu sur le sujet, se situe, on va dire, à commencer, on va dire peut-être officiellement, si je peux dire comme ça, à partir de 2012. Donc, on va revenir un peu une saison avant. Qu'est-ce qui s'était passé, grosso modo, avant d'attaquer justement le premier fait marquant. On va faire les faits évidemment chronologiquement le plus possible. Donc, comment elle avait fini la saison dernière, donc 2011-2012? 38 matchs, 17 victoires en Serie A, 7 matchs nuls, 14 défaites. Tu t'étais fait éliminer contre l'OM en huitième de finale de Ligue des Champions, défaite en Supercoppa contre le Milan, défaite en Coupe d'Italie contre le Napoli, et tu avais fini sixième du championnat. Et du coup, il y avait le Mercato 2012, donc ça va embrayer sur le premier fait qui va arriver. Donc, il y a différents joueurs qui arrivent, Handanovic pour 15 millions, Guarin pour 11 millions, Kovacic qui arrive, Palacio, avec certains départs, on va dire, marquants, notamment Coutinho qui part au Liverpool pour 13 millions d'euros, Pazzini qui part pour un petit peu plus de 10 millions d'euros, et divers. Et du coup, messieurs, on va commencer par le premier fait parce que c'est les deux copains qui sont arrivés lors de la saison 2012-2013, le fameux duo Skeleto, Skeloto pardon, et Kuzmanovic. On est obligé de revenir sur ça parce que c'est le premier fait peut-être marquant qui ouvre aussi un peu cette époque bancaire. Alors je vais vous donner un petit peu quelques chiffres sur ces deux joueurs. Déjà, Skeloto, avant qu'il arrive à l'Inter, c'était 37 matchs à l'Atalanta la saison d'avant pour 2 buts, 7 passes décisives. Un transfert aux alentours de 3,5 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Le fameux but lors du derby.
Il reste à peu près 2 ans et demi à l'Inter et joue seulement 12 matchs à l'Inter, c'est-à-dire seulement la deuxième partie de saison parce qu'après il est prêté et ensuite part définitivement. Et Kuzmanovic qui arrive en janvier 2013, même date que Schelotto, de Stuttgart et qui lui a joué beaucoup plus de matchs pour 55 matchs. Du côté de l'Inter, P5, je te laisse commencer, ensuite Giuliano et Fede embrayeront. Les deux copains, on peut les appeler comme ça, qui arrivent à l'Inter lors de la première saison, on va dire peut-être officiellement dite Banter. Euh, Est-ce que pour toi, c'est ce qui, alors sur le moment, on le savait pas évidemment, mais est-ce que pour toi aussi, c'est ce qui amorce un peu aussi ce déclin du côté de l'Inter en ce moment? C'est un peu quand on parle Banter, et je pense que quand vous ferez vos 11 Banter à la fin du podcast, c'est un peu aussi des noms qui vont revenir. C'est un peu deux joueurs P5 bien marqués Banterera de l'Inter. Ah oui, oui, très clairement, je pense que les deux représentent un petit peu le début de la fin, ou du moins le début de la bande terre, hein. Chacun utilisera l'expression qu'il souhaite avec ces deux joueurs, et à l'image de certains autres, hein, parce que là tu parles du mercato 2012-2013, mais quand je le vois sous les yeux, j'ai aussi par exemple un Gabi Mudingai, un Rocky, un Carrizzo, un Gargano, un Silvestre de Palerme. Ça montrait tout simplement aussi, je pense, que l'Inter avait vraiment dévié en termes de trajectoire, dans le sens où on le sait, hein, que cette bande terre elle est aussi liée à la gestion de l'après-triplette et qui n'a pas été très bonne, dans le sens où on a prolongé et on a peut-être surpayé des joueurs qui arrivaient en fin de course, même si ça avait été des héros lors de la saison 2009-2010. Et finalement, bah, tu en as payé les pots cassés sur les saisons d'après. Et bah, à partir d'un moment, les finances n'étaient plus forcément aussi optimales que ça. Et il a fallu tenter des coups, tenter un petit peu des joueurs venus de nulle part. Et quand tu parles des deux présents, à savoir Schelotto et Kuzmanovic, on parle d'un joueur qui joue à l'Atalanta Bergame, hein, l'Atalanta Bergame qui a toujours été une équipe assez intéressante à suivre, mais qui à l'époque n'était pas celle qu'on connaît actuellement. Et Kuzmanovic qui joue à Stuttgart, avec tout le respect aussi pour Stuttgart. Quand tu sors d'un triplé il y a de cela 2 ans, c'est quand même assez fou de se dire que tu vas chercher un joueur qui est dans la force de l'âge, hein, 25 ans, pour le Serbo-Suisse. Ça montrait tout simplement les ambitions qu'avait l'Inter à ce moment-là. Et j'ai envie de te dire que, bon, avec le recul, c'est facile. Mais quand tu vois ce type de recrutement-là, finalement, l'Inter a mérité, hein, a clairement mérité ce qui s'est passé par la suite. Mais encore une fois, il y avait des raisons qui ont fait que tu n'avais pas forcément le choix, très clairement. En fait, on a fait des coups et c'était des joueurs pas taillés pour l'Inter. Que ce soit Kuzma, c'était des joueurs de Serie A, on pensait qu'ils allaient s'adapter et passer un niveau, et en fait, bah, ils ont stagné chez nous. Et ouais, en fait, on a mérité ce qui nous est arrivé parce que les recrutements, ils ont été foirés. À part Andanovic, sur tout le recrutement, il y en a pas un qui a assuré derrière, quoi. Après, ils font partie d'un lot de joueurs sur toute une période où il y a quand même du bon. Il y a eu énormément d'erreurs de casting et je pense qu'il y a eu euh, à la fois le problème de moyens, donc oui, on n'avait plus de thunes, clairement, euh, et parce qu'il y a eu la mauvaise gestion de l'équipe du triplé qui sont quasi tous partis pour rien, il me semble, à part peut-être Balotelli. Et les autres, voilà, les autres, on n'en a rien tiré. Ils sont partis à la retraite, ils ont été cédés. De l'autre côté, il y avait les problèmes financiers avec le club. Donc, je pense que déjà, c'était un gros problème. Et en plus, niveau directeur sportif, je pense que c'était. Est-ce qu'il y avait déjà Ausilio à l'époque? Je pense pas. Je peux, si quelqu'un a Non, non, l'info, il arrive mais il arrive en 2014, fin Moratti, début Toir, juste c'est le seul C'est mec ah oui, Branca, non? enfin, c'est l'un des seuls mecs au il club a, qui a connu les trois propriétaires. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est Branca, donc je pense qu'il est plutôt à ce moment-là. Et de toute façon, ils vont se rencontrer et ça va être un peu explosif. Mais voilà, Schelotto, respect éternel pour ce qu'il a fait. Tu mets un but dans un derby, t'es dans le cœur à jamais, même si t'as absolument rien foutu d'autre. Kuzmanovic, pas si mauvais au final quand tu prends le contexte, hein. Joueur infâme aujourd'hui, mais quand tu regardes le contexte, ça a très mal commencé et je me souviens que sur la fin, avant qu'il parte, il est parti où encore à Bâle après, je pense, un truc ainsi. C'est ça, ouais. Euh, et c'était pas mal en fait. Il avait pris un peu les rênes du milieu de terrain, c'était cool. Bon, c'est pas le Brozovic qu'on a vu après ou Çalhanoğlu maintenant, les années-lumière, mais c'était pas si mauvais pour le coup pour ces deux-là.
Honnêtement, Giuliano, je te trouve très clément. À moi, Kuzmanovic avec le maillot 2013 gris, là, avec le flocage argenté, mais j'en fais des cauchemars hein, du double pivot Ah non, mais Kuzmanovic-Stiliano. il a très mal commencé, hein. Ah ouais, Je dis pas. Il a fait quoi? Il a fait 3 saisons, un truc comme ça, non? quelque chose du style, Attends, il 4. arrive en Deux. 2012-2013, il part en 14-15. Ouais, 2 saisons, Ah, il fait, ok, je j'aurais crois. dit Ouais, plus. J'aurais dit c'est plus. ça. Euh, je pense que les seuls bons souvenirs que j'ai de lui, c'est sa dernière saison, où c'était vraiment pas mal, surtout en Europa League. Je me souviens que il avait pris un peu, voilà, les clés du milieu. Ben, je suis Oui. d'accord. Ah, ah, Les 2 premières saisons, c'était dégueu, mais je mets en perspective par rapport aux autres joueurs, et je pense qu'on a eu pire. bah après, il y avait des bons joueurs au milieu de terrain, hein. Quand tu regardes, tu avais déjà Guarin, qui pour moi était quand même un élément indéboulonnable hein, de la Banterera. C'est peut-être l'une des égéries. Tu as Kovacic avant de Ouais. partir au Real Madrid qui fait du bon boulot. Donc, tu vois, finalement, quand tu regardes avec ce qu'il y avait à côté, moi, vraiment, pour moi, il faisait tâche, hein. Il faisait clairement Non, tâche. on n'avait pas de création au milieu de terrain, on avait beaucoup de profils, c'était C'est vraiment vrai. du milieu défensif en fait. Très Et travailleur, ouais. finalement, Kovacic et Brozovic qui ont joué en 10, ça restait des joueurs à vocation plus défensive. Donc on n'avait pas de création au Oui. milieu de terrain. Ouais, il n'y avait pas d'alchimie non plus. Tu vois, Ouais, c'était. maintenant, je veux pas comparer avec l'équipe d'Inzaghi maintenant parce que c'est incomparable, mais tu regardes l'équipe d'Inzaghi, il y a une alchimie, il y a une équipe, il y a vraiment un groupe qui est là. À l'époque, on achetait des joueurs prix de bloc et on espérait que ça fonctionne. On achetait Vidic en disant ah, j'espère qu'il va montrer tout son talent. On achète Podolski en disant ah, ben on va espérer qu'il fasse des miracles en attaque. Donc, on essayait en fait de flairer le bon coup. Je pense que Kuzmanovic c'était flairé un bon coup, Kovacic c'était pareil, Brozovic c'était pareil. Il y en a eu quelques-uns comme ça, mais je pense que avec un meilleur groupe, ces joueurs-là auraient pu être mauvais. Brozovic, on en parlera peut-être après, mais au début, mauvais joueur. Hein. Je sais pas vous, mais Très, moi au très début, mauvais. mauvais joueur. Hein. Bon, on se rappelle, Donc, et avant le Covid, après, sa sortie là contre Bologne, non? À domicile, où il est sifflé, conspué, il s'énerve. C'est le symbole, ça. ouais. Et qui en a fait un bon joueur? Spalletti. Spalletti, homme Ouais. qui s'est fait créer un groupe. Donc moi je pense qu'avec ces joueurs-là, Guarin dans une équipe avec à l'époque de Spalletti, je suis sûr qu'il aurait eu un grand rôle. Mm. On va passer au deuxième fait, messieurs. Alors un deuxième fait un peu plus général, mais je vous fais confiance ici pour y revenir de la bonne manière. C'est la fameuse 9e place plutôt lors de cette même saison 2012-2013. Avec en 38 matchs, voilà, tu as fait 54 points, tu as encaissé 57 buts en marquant 55, donc tu as une différence de but de -2 pour un club comme l'Inter. Faut se rendre compte quand même l'exploit négatif que c'est. Tu avais dépensé plus de 76 millions sur le mercato, alors tu avais fait des bonnes ventes, tu avais fait 63 millions de ventes sur le mercato aussi. Donc déjà, Fede, plutôt sur cette 9e place, qui est le pire classement de cette Banter, c'est un peu le prolongement de ce qu'a dit Giuliano tout à l'heure. Et on en parlait quand on avait préparé le podcast, c'est le départ de beaucoup de cadres sur les deux premiers mercato post-triplé. Donc je parle de mercato d'été 2011 et mercato d'été 2012, donc celui qui précède cette 9e place, où je veux dire, à part Stanko, Zanetti et le troisième défenseur, je crois, je crois que c'est Samuel qui reste un petit peu plus, parce que Cambiasso aussi. Lucho ensuite part, et Cambiasso. Mais c'est pour ça que je peux enlever un mec par ligne. Mais Julio était déjà presque plus performant et est parti. Macon est parti à City. Milito aussi était resté d'ailleurs dans ces cadres-là. Pandev était parti. Eto'o était parti. Mota était parti, certes pour une entre guillemets Belson pour l'époque, mais il était quand même parti. Donc en fait, en 2 ans, Fédé, il y a quand même pas mal, comme les Giuliano, de ces cadres qui sont partis. Mais le problème, c'est pas tellement que les cadres partent, parce que dans toutes les épopées, dans toutes les grandes aventures en Ligue des Champions ou autre, bah, à un moment donné, oui, il y a des cadres qui vieillissent et qui partent. Là, le problème, Fédé, c'est que, bah, comme on a dit tout à l'heure, ils ont mal été remplacés. Et cadres qui partent, joueurs moins bien remplacés, coach en grande difficulté qui n'y arrivait pas. T'avais Ranieri qui était en difficulté, ensuite Stramaccioni a repris la suite, donc c'était un peu en chevauchant. Bah, Fédé, ça donne cette 9e place. Et c'était la suite. De toute façon, vu la saison précédente, c'est une suite logique. Parce que, bon, Ranieri,
c'était plus le Ranieri des années précédentes qui avait été à Chelsea, tout ça. C'était un mauvais recrutement, des cadres vieillissants pas remplacés ou mal remplacés. Et c'était la suite logique de la saison précédente. On a, on n'a pas su rectifier le tir l'été là, et malgré les sommes investies quand même. Et je pense que finalement, quand on regarde des années plus tard, c'est la suite, ouais, c'est une suite logique. Il n'y a pas de surprise en fait. On foire 2 étés les mercatos. Il n'y a pas de stabilité sur le banc. Après, les recrues, Branca, il était décrié aussi. Il faisait pas du bon boulot. Donc, on arrive à ce qu'on devait arriver en fait. Il n'y a pas de surprise finalement. La 9e place, quand on voit l'équipe, quand on voit le contexte, quand on voit tout, ben maintenant, ouais, je me dis c'était vraiment logique qu'on en soit là. Là, je pense que c'est moi la pire saison de la Panthère pour moi. C'est émotionnellement, c'était la plus dure à vivre, je pense. Je sais pas après Giuliano et Gualtiero ce qu'ils en pensent, mais moi ça a été vraiment la saison la plus compliquée à vivre. C'était un gros retour sur Terre, hein. C'était Ouais, déjà la saison 2010-2011, c'était un retour sur Terre quand tu gagnes pas le Scudetto. Mais après, tu rentres dans des années que moi, à mon jeune âge, j'avais peu connu, quoi. Les années, au début des années 2000, où tu avais quand même une sale équipe, mais tu gagnais rien. Là, tu as une équipe dégueulasse, catastrophique. Enfin, je pense même pas que dans l'histoire de l'Inter, on ait déjà vu une si pauvre qualité. Et c'est fou de se retrouver, comme on a dit. Donc, tu passes quand même d'une défense, Maicon, Kivu, Samuel, Lucio, avec sur le banc Cordoba, Materazzi, à Sylvestre, Ranocchia, Alvaro Pereira, Juan Jesus, Jonathan, Nagatomo. Ouah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Et sans parler du milieu, enfin, sans parler en fait de tout, quoi. C'est une catastrophe partout. Heureusement que Milito est resté et il a marqué pas mal d'ailleurs cette saison-là. Sinon, ça aurait été cata. Et Cassano, bien aussi. Bonne saison avec nous, Cassano. Dommage qu'il soit parti et qu'il a un caractère de merde. Après, chacun, je pense, interprète sa pire saison selon aussi le contexte dans lequel il a vécu. Moi, personnellement, je me rappelle, voilà, j'étais tout petit, hein, enfin, j'étais tout petit, j'avais quoi? J'avais 11 ans ou 12 ans, donc je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Après, forcément, les souvenirs sont pas bons. Je me rappelle, je crois qu'on joue la 8e place. Enfin, voilà, c'est assez fou, hein, ce que je suis en train de dire. On joue la 8e place face à Catania et on la perd au dernier match, je crois. Au dernier match, Catane nous passe devant, c'est pour dire, hein. L'Inter qui boxe avec tout le respect, évidemment, pour Catane, hein, qui a été une super équipe dans les années 2010, on s'en rappelle. Mais c'est dire quand même les bas-fonds dans lesquels on était tombé. Après, de là, parler de pire saison, encore une fois, je pense que ça dépend de l'affect de chacun. Moi, personnellement, et vous le savez très bien, que la pire saison, elle arrive après quand on perd un certain match d'Europa League, mais je veux pas m'avancer trop, je pense qu'on va y venir. Mais du coup, voilà, je pense que ça dépend encore de chacun. Chacun l'a vécu d'une façon différente, mais dans tous les cas, c'est qu'on a tous souffert, c'est sûr. Mmh. Et pour finir un peu sur aussi cette 9e place, Giuliano, c'est vrai que tu parlais justement de la défense centrale qui a été remuée du coup et qui du coup a vu une baisse de qualité drastique, comme peut-être on a rarement vu dans le football européen à l'époque, hein. Enfin, moi, je j'ai pas souvenir d'une équipe qui gagne une Ligue des Champions et ensuite le niveau de sa défense ou le niveau de son équipe baisse aussi drastiquement en termes de joueurs. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un peu après, mais on le verra sûrement dans vos. Mais dans les joueurs, il y a aussi un défenseur central du Napoli qui vient à l'époque, un certain Hugo de la Campagne, qui peut se battre aussi avec les autres niveau foot un peu dégueu. Mais pour aussi finir sur cette 9e place, Giuliano, euh, au-delà de la qualité individuelle, alors certes, c'était un jeune coach aussi à l'époque, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais Stramaccioni, on met évidemment le contexte, je suis pas là pour aller tirer au bazooka sur un coach qui était quand même arrivé jeune et dans un contexte compliqué, Giuliano, mais les joueurs sont pas bons, ok, mais moi j'ai déjà vu des équipes en Serie A ou dans d'autres championnats faire surperformer des équipes avec des joueurs mid ou voire moins bons.
Là, Stramaccioni, il avait quand même 2-3 encore restes des anciens. Tu parlais de Milito, même s'il y avait d'autres joueurs pas ouf, mais t'avais déjà Kovacic qui arrivait, t'avais Guarin, tu vois, t'avais pas non plus que des Kidam et des mecs qui devaient jouer en série C. Et aussi Giuliano, du coup, bon, Stramaccioni, sans lui tirer dessus plus que sur les autres, mais il a pas fait le boulot aussi qu'on attendait de lui, de au moins un peu monter un peu le niveau moyen de cette équipe, quoi. Non, c'est sûr. Je pense que les qualités de Stramaccioni sont des qualités humaines. Il a su donc il est arrivé donc si je me rappelle bien la saison d'avant, fin de saison d'avant, et c'était pas mal. Mais après bon ouais il avait pas les qualités vraiment d'un coach et bon c'est aussi pour ça j'imagine que maintenant on le retrouve à la télé plutôt que sur un banc d'une équipe. Il a jamais percé vraiment dans le coaching. Mais bon, c'est vrai qu'il a pas été aidé, mais c'est vraiment pas celui à qui j'en veux le plus parce que lui, on l'a balancé un peu comme ça. Je pense que c'est une erreur un peu de casting de l'avoir préservé. On aurait dû aller chercher quelqu'un d'autre directement. Je sais pas parce que c'est Mazzari qui le remplace à la fin de la saison. Mais est-ce que Mazzari était disponible plus tôt? Enfin, je sais plus. Ça, je sais plus. Mais vu l'effectif qu'avait Stramaccioni, je pense que tu donnais cet effectif-là au coach comment de l'époque et qui avait la cote. C'était qui? Il y avait Allegri, t'avais je sais pas, tu donnais ça peut-être même à Spalletti Arrivé de pour ça, ouais. l'époque. Ouais, Conte, je sais pas, tu donnais même ça à Ancelotti, je suis pas sûr qu'il arrive à en faire quelque chose, hein. C'était très très déséquilibré, je pense, dans le groupe où on passe en 2010 non seulement une équipe de grande qualité, mais une équipe soudée, une équipe qui, on se souvient, faisait des gros barbecues, qui traînaient tout le temps ensemble. C'était une équipe de copains. Alors que là, on a allé chercher encore une fois des joueurs à droite et à gauche, un peu pour essayer de créer des sensations, aller chercher des joueurs d'expérience comme Gargano pour essayer peut-être d'apporter, de remplacer les briscards qui sont partis. Mais moi, Stramaccioni, franchement, c'est pas celui à qui j'en veux le plus. Il a fait ce qu'il a pu. Il pouvait pas refuser cette opportunité. Il l'a saisi, il l'a raté. Mais bon, c'est comme ça. On va passer au troisième fait, on va passer du coup à la prochaine saison. Peut-être le pire moment passé durant cette saison, qui s'est déroulé durant un sombre septembre 2014 au Giuseppe Meazza face à Cagliari et la défaite 4-1 avec le fameux triplé de Dekdal qui ensuite joue à la Spezia et qui aujourd'hui je ne sais même pas où est-ce qu'il joue actuellement. C'est vrai que P5 ce match-là dans son contexte, dans ce qu'il représente et tout, tu te fais désolé mais là j'ai que ça comme dire, tu te fais fouetter par Cagliari, tu prends un triplé d'Egdal, l'équipe en face, l'équipe t'as l'impression amorphe, t'as vraiment l'impression qu'on est passé par une équipe de Cagliari. Tout respect, on a déjà l'Inter a déjà perdu là pas plus tard qu'il y a quelques jours a perdu contre un relégable comme Sassuolo, certes, mais tu perds contre un relégable, bon, toutes les équipes de Serie A ont déjà perdu, mais je veux dire se faire fouetter comme ça à domicile, c'est aussi marquant pour cette saison P5 en sachant l'a rappelé comme l'a rappelé Giuliano, bah, Mazzari était en charge du coup de cette équipe en septembre 2014. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ce match aussi? Je vous fais un peu la compo qui a été alignée ce jour-là. Andanovic au cage, Andreoli, Vidic, Juan Jesus. Non, donc c'était un 3-5-2. Milieu de terrain, Hernanes, Kovacic, Medel, Nagatomo piston droit, Dodo piston gauche, avec Nagatomo qui avait le brassard. Et attaque Osvaldo Palacio. D'ailleurs, le but qui sauve entre guillemets l'honneur, c'est Osvaldo qui le marque. Peut-être un petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu en penses un peu P5 de ce match? Si peut-être tu as des souvenirs encore de l'avoir vu à la télé, ouais, de cette humiliation face à une équipe du level du niveau de Cagliari, avec tout le respect, comme d'habitude, les formules, tout le respect qu'on a pour les Sardes. Ouais, évidemment que c'est pas un souvenir qui me fait forcément plaisir en y repensant. Après, voilà, pour être honnête, j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de ce match-là. Après, en le regardant d'un peu plus près, le contexte est quand même assez évocateur parce que tu es sur un début de saison.
Donc déjà, te prendre cette gifle-là sur un début de saison, ça, je pense, dicte un petit peu ce à quoi tu vas avoir le droit pour la suite. Tu es de 2 à domicile. Et on sait que l'Inter à domicile, en général, c'est quand même un avantage de poids pour une Nerazzurri. Et de 3, comme tu l'as dit, Karim, moi je suis désolé, tu regardes le 11 en tant que tel, je suis désolé, c'est compétitif. Moi, je suis désolé quand je vois les joueurs en présence. Alors oui, il y en a qui étaient un petit peu en bout de course. Après, en Vas-y, face, d'ailleurs, je te il faut sens noter qu'il y avait un habitué des gros coups, à savoir Zeman. Zeman, je pense qu'on connaît tous en tant que fan de calcio et du coup qui était venu faire une belle performance. Mais encore une fois, quand tu vois le 11 titulaire, je trouve déjà, tu sais, qu'il y avait un potentiel supérieur par rapport à 2 saisons précédentes, aux 2 saisons précédentes, comme on l'avait évoqué juste avant. Tu retrouves quand même des joueurs avec un certain TV entre guillemets, enfin Hernanes, le prophète du côté de la Lazio, c'est pas n'importe qui. Vidic, alors oui, tu vas le chercher en fin de course à Manchester, mais ça reste ce qu'il est. Handanovic dans les cages, il commençait vraiment à monter en puissance. Moi, Gary Medel au milieu de terrain, que j'ai jamais trouvé trop mauvais, j'ai toujours trouvé qu'il était pas mauvais. Icardi, Palacio, enfin Osvaldo, même s'il y a eu les problèmes qui ont suivi ensuite, ça reste des joueurs, je trouve, compétitifs. Enfin, je trouve quand même qu'avec le matos qu'il y avait là, l'Inter était vraiment enlisé dans une spirale négative et c'est assez révélateur, comme je le disais tout à l'heure, de la direction qu'on était en train de prendre, dans le sens où là, pour le coup, on avait peut-être un peu plus de potentiel en termes d'effectifs sur le papier, mais tu étais tellement dans la galère depuis 2 ans qu'en fait, tu n'arrivais pas à t'en sortir en termes de management. Et encore une fois, pour moi, ce match-là, même s'il y a le fait de jeu aussi, le fait que Nagatomo soit expulsé à la 30e, à 10 contre 11, ça aide pas, même si ça explique pas tout. Mais ça montre encore une fois, et à l'image, à l'échelle du football en général, pardon, que tu peux avoir les meilleurs joueurs. Si t'as pas le gars qui arrive à bien les faire concorder entre eux, ça aboutira pas. Et pour moi, cette défaite, c'est tout simplement révélateur du fait, voilà, que l'Inter, certes, revenait un petit peu mieux en termes de mercato, avec notamment l'arrivée d'Ausilio, si je dis pas de bêtises, mais ça restait en termes de coaching beaucoup trop friable. Et d'ailleurs, cette saison n'avait pas été très, très, très prolifique, il faut le dire. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on avait une équipe qui ressemblait à quelque chose, un effectif qui ressemblait vraiment à quelque chose. C'était pas si dégueu sur le papier. Et quand tu voyais d'ailleurs ce que les concurrents proposaient, bah, on avait notre mot à dire. Osvaldo, c'est dommage, il s'est foutu en l'air tout seul parce que on se souvient qu'il s'est bagarré avec Icardi. Mais oui, c'était pas si dégueulasse l'effectif là. T'imagines, ton attaque c'était Palacio, Icardi, Podolski, Shaqiri. Ben sur le papier c'est cool, c'est vraiment cool. En plus un jeune Shaqiri qui qui était censé exploser. Euh, Podolski, oui vieillissant, mais grosse expérience. Un Palacio qui était qui était le seul bon joueur depuis 3-4 ans et Icardi aussi qui venait pour exploser. Donc on avait quelque chose euh, qui ressemblait à un groupe, mais ouais, je pense que tu as raison on était tellement enlisé dans cette spirale négative avec des mauvais résultats pendant les années précédentes, avec des coachs qui étaient parfois très têtus, qui avaient du mal à changer un peu leur plan, qui avaient du mal à mettre des joueurs à la place d'autres. Donc, et je sais que Mancini est quelqu'un de très têtu et il m'avait fait péter des câbles cette saison-là. Mais regarde pour l'exemple, regarde Manchester United aujourd'hui. Alors à une échelle différente, mais pour moi c'est un peu pareil, hein, parce que sur le papier, tu regardes, il y a de quoi bien faire, hein. Mais ça fait tellement de saisons qu'ils sont en galère institutionnelle que ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Il n'y a pas de Ouais, secret. c'est fou. Ça, c'est fou et c'est encore plus alarmant Ouais, avec les bien sûr. moyens qu'ils ont. Ouais, c'est ça. C'est fou, quoi. Et ça, ouais, ça c'est encore un autre level, mais je suis d'accord je pense que ça participe, que le contexte du club participe au Bien résultat. sûr. Bien sûr. Non, c'était contre la Juventus, la fameuse altercation Et entre Icardi c'était et Osvaldo. ouais, c'était à la Juve en plus, et Je me c'était rappelle Guarin qui pas les du avait tout. séparés. Ouais, c'était Ouais, en ouais, fin de ça je match, me ils les avaient. rappelle que Guarin le En sépare, fait, mais contre Ouais. la Juve, j'ai aucun souvenir. Icardi il Ah ouais, frappe ok. alors Ok. que Osvaldo, Ouais, je ouais. pense qu'Osvaldo L'action, il je aurait pu. l'ai, Ouais. mais j'aurais pas pu mettre l'équipe en face, pour être honnête. Et Guarin qui les sépare. Mais après, la saison-là, c'est pareil, c'est décevant parce que l'effectif, comme vous avez dit, il était pas mal, il était mieux fait que les saisons précédentes. Mais ouais, t'avais pas d'alchimie en fait. T'avais l'impression que tout le monde il voulait tirer la couverture pour lui.
Puis finalement, déjà, tu sais qu'en septembre, la saison, elle va être dure. Tu te fais démonter par Cagliari à domicile. Moi, le dimanche, j'étais mort. J'ai éteint la télé. De toute façon, je sais même pas si j'ai regardé jusqu'à la fin du match. Mais j'ai éteint la télé. Je voulais plus entendre parler de foot. Du coup, jusqu'à la semaine suivante, quoi. Et c'est les saisons comme ça, les saisons là, de l'époque là, c'était dur de suivre les matchs. Mais Tu d'ailleurs, fin de partais. saison 2014-2015, on finit huitième, quoi. Donc, et avec l'effectif qu'on avait, est-ce que c'est pas pire que la saison, on finit neuvième? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la 9e place, c'est pas la pire saison que j'ai eu à suivre. Très clairement, plus ça avançait, jusqu'au rachat de Toir à peu près, plus je trouvais que c'était compliqué, hein. Plus je trouvais que c'était vraiment compliqué. Mais de toute façon, toute l'époque là, elle a été dure à suivre. Bah, Et quand tu Ah oui, regardes, oui, c'est c'était parti compliqué. graduellement. Tu gagnes la Ligue des Champions, l'année d'après, tu te fais sortir par Schalke. Bon, l'année d'après, tu te fais sortir par Marseille avec un but de Brandao, quoi. Là, tu te dis, du ouais, dos, ben, du en fait, dos. elle a commencé là, la Banter. C'est du moment où Brandao, il met son but. On dit, ça a décliné, puis ça va décliner, ça va décliner. Et moi, je pense qu'Inter Cagliari, c'est vraiment l'époque, c'est la première partie de saison où vraiment on touche le fond. Là, il y a un moment, on se dit vraiment, mais on va plus jamais revenir, c'est tout. On va devenir un club de milieu de tableau. Ouais, ça commençait. Moi, c'est l'époque, ouais, c'est une époque qui me faisait peur quand même. Je me dis, mais on va jamais redevenir un grand club. On va finir toutes les saisons entre 7 et puis 10, 11e, et puis voilà. On allait devenir un. Je vais citer l'exemple du Torino, mais c'est ça, tu vois, un club de milieu de tableau. On attendait que quelqu'un un peu remettre dans le vert les comptes. Je pense que c'est à ce moment-là, non, que Toir arrive ou la saison d'avant. La Ouais, c'est saison ça, d'avant, je crois. 2013, 2014, 2000. Ouais, ouais. c'était à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Après, Et Toir, on a parce que été voilà, surpris. Moratti, il a foutu le bordel. Et Toir, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait tous les supporters se disaient, ouais, Toir, il va remonter le club. Bah, Moratti, dès qu'il a gagné la Ligue des Champions, le triplé, j'ai l'impression qu'il a tout lâché, en fait. C'était tout, il a vu ce qu'il voulait, et puis il a laissé couler Bah jusqu'à oui temps et que ce soit non. Toir. Il a été touché déjà personnellement, enfin dans ses affaires par la crise économique, ce qui a eu un gros impact. Et en plus, on est rentré dans une phase où on prenait en pleine gueule les conséquences des achats un peu impulsifs au cours des années de Moratti, parce que Moratti, on sait bien, c'est un président Ah ouais. qui dépensait sans compter. Et bon, il fallait bien qu'à un moment, on paye la note. Hein. C'est l'époque où le fair play financier y arrive aussi. C'est un peu là. Ouais, je pense que ça commençait, je sais plus exactement où ça en était à ce moment-là. Donc on pouvait plus se Mais permettre de oui, faire des dépenses du temps des années 90, quoi. Parce que dans les années ouais, c'était 90, tous ça. les grands clubs, ils vivaient à crédit et ça a fait qu'on pouvait plus faire le système d'avant, quoi. Mhm. Ouais, donc Mm. après, on a peut-être eu de faux espoirs avec Teuir. Moi, je me souviens que j'étais un peu emballé parce que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais en fait, il était juste là pour remettre le club sur les bons rails. Et je pensais que, ben, tu sais, t'as un Indonésien qui vient, donc un Indonésien, c'est quand même un étranger d'un pays très éloigné où, dans tes a priori, t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc, tu vois de l'autre côté City, tu vois le PSG qui commence. Donc, tu te dis, waouh, est-ce que il va nous mettre plein d'argent dans le club? Est-ce qu'on va avoir des grands joueurs et tout? Bon, en fait, non, mais c'est, au final, avec le recul, je lui dis quand même un grand merci parce que après, c'est lui qui va trouver la famille Zhang et, euh, et qui nous emmène là où on est aujourd'hui, même si on est d'accord hein, que les choses sont pas parfaites. On va passer du coup au prochain fait, on va dire un petit peu plus humoristique. On va y revenir assez rapidement avant de passer au cinquième fait. C'est notre ami Xherdan Shaqiri. Alors pourquoi Xherdan Shaqiri spécialement sur ce fait un peu Banterera? Je pense que c'est pour l'anecdote que tous les Interis connaissent et que même tous les suiveurs de Serie A connaissent. Suite, je sais plus c'était pour quel problème, je sais plus si c'était par rapport à sa taille ou alors c'était par rapport à une maladie blessure, je me souviens plus en tout cas du contexte C'est une spécial de blessure l'époque, mais
à cause Voilà, d'une plus par rapport à blessure. une blessure. Ouais. C'est vrai qu'il y avait, alors je sais plus si mes souvenirs sont corrompus ou pas, mais il y a un moment donné, je crois qu'à l'Inter, la question de sa taille avait posé problème. Enfin, en tout cas, ça en avait discuté et tout, et alors c'est pour ça que j'avais potentiellement un doute. Donc, suite à une blessure, l'Inter, donc la direction qui envoie euh, qui envoie Shaqiri dans les montagnes pour aller trouver un guérisseur miraculeux. Et Shaqiri justement l'a dit en conférence de presse que cet épisode il avait pas aimé. Et ensuite c'est ce qui après a fait provoquer son départ du club, notamment à Stoke City. D'ailleurs Shaqiri lors de du coup la saison 2014-2015, le moment où ça s'est passé, c'était 20 matchs à l'Inter pour 3 buts et 2 passes décisives. Alors très rapidement les gars, bon, au-delà de l'aspect comique et un peu humoristique de l'affaire, en fait, ce que je voulais revenir en parlant de ça, c'est que mine de rien, et on a commencé à en parler, mais là, on est en 2014-2015, euh, donc il y a un peu, il y a quand même ces bons joueurs-là qu'on a vus, enfin, comme j'ai cité, hein, c'était la même année, la même saison que la compo face à Cagliari, donc on l'a vu justement, les Guarin, les Kovacic, quand même des bons joueurs, et Shaqiri s'inscrit aussi un peu dans ce cas-là. Alors, je pense pas que le prime de Shaqiri dans sa carrière c'était à l'Inter, loin de là, mais Giuliano, on avait un peu ce genre de joueur, voilà, qui quand même intrinsèquement a été bon. Enfin, on parle d'un mec qui était en remplaçant Bayern, certes, mais qui était du coup en prêt à l'Inter avant d'être acheté puis revendu à Stoke. Mais voilà, à la fin, mine de rien, il y avait quand même des bons joueurs individuellement. Et là, voilà, on est sur la saison de 2014-2015. Donc, Mazzarri commence, mais du coup, comme j'ai dit, novembre 2014, Mancini, qui avait fait le succès de l'Inter quelques années plus tôt, revient pour reprendre un peu les rênes de cette équipe. Donc, on se dit que, allez, il y a peut-être un truc, tu vois. On a un nouvel actionnaire, on a le coach qui avait enchaîné des Scudetto qui revient, on a des joueurs intrinsèquement meilleurs que des Campagnaro de l'époque. Tu vois, est-ce que là, un peu, alors je dis attention, je dis pas que c'est l'arrivée de Shaqiri où on s'est dit c'est reparti, on va enchaîner 3 Scudetto de suite, Giuliano, mais est-ce que voilà, avec aussi le mercato 2014 et le mercato un peu 2015 qui suit, où on recrute quand même des bons joueurs intrinsèquement, c'est pas un peu le moment où Giuliano où tu te dis allez, on peut reprendre espoir, bon voilà, peut-être pas forcément toute la première place, mais revenir au moins dans le top 4, top 3 pour aller prendre la Ligue des Champions, plus top 3, hein, parce que la quatrième place n'était pas encore définitivement qualificative. Allez, on peut revenir un peu dans ce top 3 pour essayer de reprendre une place de Ligue des Champions et revenir doucement. Est-ce que c'était peut-être, Giuliano, une sorte de vague d'espoir un peu cette période 2014-2015? Oui, si, carrément, c'était, il y avait de l'espoir quand tu dis que tu vois les joueurs au niveau individuel. Euh, Comment donc je reprends vite fait la liste. Bah oui, c'est ça, on en a parlé juste avant que t'as Palacio, Icardi, Podolski, Shaqiri. Shaqiri d'ailleurs, je le mets vraiment dans le panier des joueurs qui techniquement avaient vraiment quelque chose à revendiquer, comme Guarin, comme Kovacic, comme Ricky Alvarez d'une autre manière, même si voilà, il a beaucoup plus de limites. Euh, Là, c'est marrant, on avait Di Marco à l'époque dans l'effectif. Et je pense que c'était sur le papier, on se disait que ça pouvait aller mieux, mais dès qu'on on a vu les matchs en championnat dès le début, ça allait pas. C'est pas comme je pense 2 ou 3 ans après où là t'arrivais jusqu'à Noël avec des bons résultats, tu disais waouh, mais en fait pourquoi pas? Et après tu t'es écroulé en deuxième partie de saison. Là, on est encore dans la période. Non, ça va pas bien se passer. Je sais pas quel est le problème parce que ok, je suis emballé par les transferts, mais ça va pas bien se passer. Il y avait pas d'espoir. Comment il y avait pas d'étincelle, il y avait rien du tout. Il y avait rien qui donnait l'espoir d'avancer, de faire quelque chose. Même en Europe, hein, on jouait l'Europa League contre Saint-Étienne. On gagne Ah, pas. On va faire attention, 0-0 à c'est le prochain fait justement, comment? Giuliano. C'est le prochain fait justement, on Ah, va pas trop spoiler les gens. alors je spoil pas, je m'arrête là. Bah justement, bah on va tout de suite rentrer parce que je voulais juste faire une petite parenthèse sur Shaqiri parce qu'on était obligé de mentionner. Si on parle d'Antera et on parle pas de Shaqiri qui est envoyé dans les montagnes, à ce niveau-là, c'est pas un épisode complet. On passe justement à cette partie Saint-Étienne et je sais déjà vers qui me tourner pour embrayer, n'est-ce pas, mon ami P5? Double confrontation contre Saint-Étienne, 0-0 à l'aller,
au Meazza, un partout plutôt. Frère Guichard, je vous donne la composition du match aller et du match retour, donc saison 2014-2015, toujours cette même saison. Carrizo à l'aller et au retour d'ailleurs. Alors, on reviendra justement sur le fait qu'Andanovic ne jouait pas les matchs d'Europa League notamment. On voulait faire tourner comme si on était City ou le Real, peut-être. Alors, du coup, au match aller, on avait Juan Jesus, Andreoli, Vidic en défense centrale, qui était la même charnière qu'au match retour. Au match aller, on avait, donc c'était un 3-5-2 pour les deux matchs. Au match aller, on avait Kuzmanovic, Kovacic, Mvila. Au match retour, on avait Kuzmanovic, Kovacic, Medel. Sur les côtés, c'était Dodo, Mbaye, match aller, match retour. Et l'attaque, match aller, c'était Icardi, Guarin. Et au match retour, c'était Palacio, Bonazzoli, Guarin d'ailleurs, qui était capitaine à l'aller, et Juan Jesus, qui était capitaine au retour. Quand on vous dit Banterra, on vous ment pas. P5 sur cette double confrontation contre Saint-Etienne. Pour rester dessus, voilà, bon, on revient en Europa League entre guillemets après l'humiliante 9e place du coup, ne qualifie évidemment pour aucune Coupe d'Europe il y a un peu plus de 2 ans, vu que c'était en 2012-2013. Et là, P5, bah, double confrontation contre Saint-Etienne. Alors certes, tu passes, bon, tu te fais éliminer pas juste un peu après en Europa League, mais au moins cette fois-ci, tu es sorti du groupe, contrairement à d'autres saisons qu'on arrivera après. Mais c'est aussi un peu le truc P5, c'est que 2014-2015, pour être habitant justement de l'île de Saint-Etienne et me souvenir un peu de l'environnement qui est à l'époque, même si Saint-Etienne avait une meilleure gueule un peu qu'aujourd'hui, certes, mais t'affrontais pas non plus, on va dire, le grand Saint-Etienne des années 70-80, et t'as réussi à pas gagner un match contre eux, que ça soit au Meazza, où t'as même pas mis d'ailleurs de but au Meazza. Et c'est aussi un peu le symbole encore de cette saison 2014-2015 qui est aussi compliquée, P5. C'est que, voilà, on a cité l'équipe, encore une fois, individuellement, t'as quand même des bons joueurs et tout. Enfin, voilà, le milieu de terrain, bon, Kuzmanovic, on en a parlé un peu avant, mais t'avais Medel et Kovacic ou Mvila et Kovacic. En attaque, voilà, t'avais du Icardi, Palacio et tout qui quand même arrivaient à planter des buts. Et tu ponds ces deux matchs P5 qui, même dans la qualité proposée, c'est pas non plus le 0-0 qu'on a vu par exemple entre Chelsea et Liverpool lors des finales de Cup des dernières années. Ouais, je sais pas quel mot on peut utiliser, P5. Moi, j'ai désolant, je sais pas si t'en as d'autres, mais ouais, cette double confrontation, elle est aussi un peu encore à l'image de cette période de l'Inter, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, très clairement. Les premières années de la bande Carrera, de toute façon, il n'y a pas de secret, on en a parlé, c'était une période de décroissance. Et là, on était peut-être un peu plus sur de la stagnation, avec encore une fois cette idée que l'Inter voulait redorer entre guillemets le blason en allant chercher notamment des coups. On parlait tout à l'heure de coûts COUPS, mais pour moi, c'est aussi des coûts COUTS en termes d'investissement et aussi en termes médiatiques, parce que l'idée c'était de nouveau briller à l'échelle européenne. Et la preuve en est, hein, parce que ce match-là, des souvenirs que j'en ai, parce que là j'étais un peu plus grand, pour Saint-Etienne, c'est un événement. Saint-Etienne qui vient au Meazza, je crois que c'était la première fois qu'ils venaient au Meazza. Et d'ailleurs, sur le match aller à domicile pour nous, c'était peut-être le seul fait de jeu qu'on peut retenir, à savoir le parquage des Verts qui était vraiment on fire, si je me rappelle bien. Mais c'est vrai que pour le reste, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Tu as gagné tes 2 premiers matchs de poule, t'es déjà premier avec 6 points. Je pense, et au vu de la composition, si je dis pas de bêtises, l'idée c'était de faire tourner aussi pendant cette double confrontation qui pouvait être un petit peu charnière, même si tu avais déjà ton destin entre tes mains si tu gérais les deux derniers matchs. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas forcément beaucoup de compétitivité, notamment en termes de composition, hein. Quand tu vois certains joueurs, je pense notamment à Ibrahima Mbaye, voilà, hein, qui n'avait pas grand-chose à faire ici, même à René Krin, le Slovène dont on a parlé dans un quiz dernièrement, Fédé, si je crois que tu étais là aussi quand on l'avait fait. Je crois que tu étais là aussi. Enfin bref, tout ça Ouais, pour ouais, dire j'étais que là, ouais. ouais, tout ça pour dire que ces joueurs-là, voilà, ils ont rien à faire là et tu comprends très bien aussi l'idée qu'il y a derrière, hein. L'idée qu'il y a derrière, c'est évidemment de faire tourner. C'était encore Mazzarri du coup à l'époque. C'était ses derniers matchs. Le match aller, je crois que c'est l'un de ses derniers matchs. Et le retour, je crois qu'il est plus là. Mais bon, ça montre encore une fois que l'objectif n'était pas là. Mais bon, après, ça fait aussi partie du jeu. Et pour le coup, je vais peut-être être un peu moins dur sur cet événement en disant que c'est, on va dire, une composante d'une campagne qui aura été pour le coup, il faut le dire, et je trouve positive, dans le sens où tu arrives quand même à sortir des poules, tu passes le tour d'après face au Celtic et tu te fais éliminer
de façon assez dommage, mais c'était quand même une belle équipe en face parce que c'était le Wolfsburg avec De Bruyne, avec Perisic, avant d'arriver à l'Inter, tu avais Ivica Olic, enfin, c'était vraiment Van Wolfswinkel. Ouais, c'est ça, c'est le Wolfsburg avant qu'ils aillent en Ligue des Champions. C'est l'année d'après où ils font la belle épopée en Ligue des Champions ou c'est avant? C'est 2016-2017, parce que c'est l'année où le Ouais, donc Real. ah Je OK, crois que c'est donc 2015-2016. C'est la ouais, première. donc c'est juste Je crois après. que c'est la Nous, première Ligue des Champions du on Real. découvre le nouveau Wolfsburg entre guillemets, qu'allait après faire une grosse perf européenne. Donc à partir de là, tu peux avoir de la déception, mais je trouve quand même que ça restait quelque chose d'assez abouti. Et ça marque peut-être, sans marquer un tournant, peut-être une note positive. Ça marque quand même peut-être, il y a de l'espoir. Tu vois, il y a peut-être, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel en disant, ok, tu arrives à avoir quelques petits frissons en Coupe d'Europe. C'est un bon début, même si tu fais le rapport, encore une fois, investissement et rendement en termes de résultats, ça restait encore une fois largement insuffisant. Mais peut-être que tu arrivais un petit peu à combler, on va dire, à combler ce vide. Aussi le contexte du match. Tu prends un Inter Saint-Etienne dans les années 70, je pense que tu as une affiche de Ligue des Champions, même si je pense qu'il n'y en avait pas eu. Mais à l'époque, Saint-Etienne, c'était un grand club européen, l'Inter aussi. Et là, tu te retrouves en Europa League. Après, comme il a été dit, on avait quasiment la qualification en poche, donc c'était plus une équipe pour faire tourner. Mais ouais, c'était la stagnation longue. Là, je pense qu'on pouvait pas aller plus bas que ce qu'on avait vécu. C'était pas non plus, mais on revenait en Coupe d'Europe déjà par l'Europa League. Et après, ouais, c'est vrai, le parquage de Saint-Etienne, il était pas mal, tout ça, mais bon, c'était. Je crois que Saint-Etienne, il avait pas fait 6 matchs, 5 ou 6 matchs nuls sur le groupe d'Europa League. C'était un Saint-Etienne qui était quand même vachement costaud défensivement. Donc, Ils font 5 matchs moi, nuls. Ils perdent un seul match. Ils perdent un seul ouais, match. donc c'est ça, c'était quand même une équipe, je pense que c'était Joe Galtier, non, Saint-Etienne, donc c'était quand même une équipe, c'était pas des noms ronflants, quoi, mais c'était une équipe compliquée à jouer, donc, et bon, on revenait en Coupe d'Europe, c'est ça, on n'avait pas joué l'Europe l'année d'après, on commençait pas à revenir, mais à réexister au niveau européen, parce qu'il y a beaucoup de gens, pendant une époque, ils se demandaient même où on était passé. Donc on finit huitième, donc on n'est même pas en Europe l'année d'après, la saison d'après, hein. Non, C'est et on se ça? bagarre, je me rappelle à la fin, c'est une histoire de bagarre, cette fois-ci c'était contre la Samp, et on se bagarre à la fin pour la place qualificative pour les barrages d'Europa League, et on perd encore une fois à la fin, je crois. Ça a Terrible. changé. Ouais, Terrible. donc t'as même pas d'Europe l'année d'après. Et je pense que l'année suivante, ouais, tu vas en Europa League et il y a cette fameuse défaite. Bon, je sais pas si je spoil encore, mais contre Pierre Sheva. Ça arrive, ça arrive, Non, Ça arrive, non, ça non, arrive. non, là je suis pas prêt, là je suis pas prêt les gars, là je vais fondre en larmes, hein. Là c'est elle pas arrive, possible. elle Ça arrive arrive. celle-là. Ah non, non, pas celle-ci, Euh, je passe mon tour. le 6e et dernier fait. Alors, j'ai voulu tout englober. Donc, je l'ai un peu appelé la saison 2016-2017. Parce que il y a beaucoup trop de choses à dire pour se bloquer sur un fait. Alors, on va revenir sur la saison en globalité. 38 matchs de Serie A, 19 victoires, 5 matchs nuls, 14 défaites, 60 buts marqués, 49 buts encaissés. L'Inter finit 7e cette saison-là derrière le Milan avec 62 points. Le mercato, je suis obligé de revenir sur le mercato et en même temps enfin pas anecdote, parce que je pense que maintenant tout supporter de l'Inter la connaît, mais pour les non supporters de l'Inter, j'aime toujours le rappeler. Donc recrue João Mario, Gabriel Barbosa, João Mario 45 millions, on oublie pas. Gabriel Barbosa 30 millions, Candreva, Jovetic, Miranda, Ansaldi, Eder. Départ de les ventes de Laxal, Biraghi et Krisetic. La meilleure vente a rapporté 5,8 millions d'euros, pour vous dire qu'on n'était pas les meilleurs vendeurs du siècle. Et après, saison 2016-2017, on est obligé de rappeler que la saison 2015-2016 nous amène du coup en Europa League. Donc on est en Europa League cette saison. Le groupe, Sparta Prague, Southampton, Apoel Beersheva. Euh, Donc juste avant d'arriver sur l'Europa League, et même la saison aussi en général, comme j'ai cité tout à l'heure, donc Gabriel Barbosa arrive pour 30 millions d'euros à Santos. Donc comme j'ai dit, j'apprends rien au supporters de l'Inter, mais on devait avoir un certain Gabriel Jesus qui devait signer chez nous. Je parle pas des potentielles rumeurs, machin, je parle vraiment d'un mec qui aurait pu vraiment signer concrètement et qui bon s'est fait piquer
on s'est fait piquer par Manchester City qui a mis plus de cash, pardon. Comme on s'est fait piquer Lucas Moura par le PSG qui aussi a mis un peu plus, même si Jesus, je trouve, après j'étais pas dans les infos de l'époque, mais était beaucoup plus proche de signer à l'Inter quand même qu'un Lucas Moura, parce que vraiment Jesus, moi je m'attendais Ah, qu'ici. c'était quasi fait, hein. Ah mais pour moi, Jesus, j'attendais Ozil, la photo officielle, tu vois, j'attendais Ozil, le Ozil. numéro, je sais pas combien je sais pas quel numéro il aurait pris, mais tu vois, j'attendais la photo officielle, moi, Jesus. Lucas Moura, mes souvenirs sont un peu plus lointains, mais j'ai pas ce souvenir de presque fait, vraiment, on attend la photo Lui officielle. aussi, c'était presque fait aussi. C'est Au parce même que, niveau? bah, Ça, ah je ouais, me mais rappelle. Lucas Moura, je me rappelle très bien que c'est c'était parce que, quasiment fait, hein. Il finit à Paris. Ah, ah, d'accord. Moi, je bah, pensais vraiment que c'était un peu moins fait que Jesus, bah, c'est surtout que ça a mais été surpayé. Parce que nous, je pense qu'on était sur des accords à 25 millions avec les joueurs, que ce soit Lucas Moura ou Jesus. Mais derrière, t'as City qui arrive, qui doit allonger 10 ou 15 barres de plus. C'est Paris, eux, ils en allongent 42. Donc, ouais, mais après, moi, j'ai personnellement, enfin, maintenant on connaît la carrière des deux joueurs, mais moi j'ai quand même un peu plus de regrets sur Gabriel Jesus. Je vous laisserai en parler, les gars, mais moi perso, Jesus, je pense que c'était le mec qui aurait pu nous faire. Enfin, attention, hein, c'est pas Messi non plus, mais je pense que c'est un des joueurs plutôt qui aurait pu nous faire vraiment sortir de cette Pantera un peu plus tôt. Parce que même si Spalletti était pas encore arrivé, vraiment Jesus c'était le joueur quand tu vas au Brésil, ce qu'il était, je crois qu'il était à Palmeiras si je me trompe pas, où vraiment c'était un joueur déjà différent en lui-même qui pouvait jouer neuf et sur le côté gauche ou le côté droit, même petite préférence aussi pour le côté droit. Donc je pense que l'associé avec Icardi ça aurait fait vraiment des ravages. Donc et puis après on s'est tapé Gabriel Barbosa. Bon, voilà, c'est surtout entre guillemets un peu le downfall du mec qu'on a pris à la place. Bon, c'est pas non plus l'idée du siècle. Donc voilà. Donc au hasard, hein, je vais essayer de prendre un intervenant au pif pour commencer sur cette période d'Europa League. Bon, au hasard, on va prendre P5. C'est le premier nom qui Strano, me vient. strano, bizarre. Mais totalement au hasard. J'aurais pu dire Fede Giuliano, mais vraiment j'ai pris comme ça. P5 du coup. On va rappeler un peu le groupe K dans lequel on était. Enfin, comme j'ai rappelé les groupes, on va rappeler les résultats. Premier match à domicile contre l'Apoel Beersheva, défaite 2-0. On a joué toute la période en 4-2-3, 4-3-3, bon, selon comment on l'interprète, sauf le dernier match. Bon, c'est le seul entre guillemets qu'on a gagné à domicile avec Southampton. Donc défaite contre le Sparta Prague à l'extérieur 3-1, victoire 1-0 contre Southampton à domicile, défaite 2-1 à l'extérieur contre Southampton, défaite 3-2 contre l'Apoel Beersheva à l'extérieur et victoire 2-1 contre le Sparta Prague à domicile. On a fini dernier du groupe, bon quatrième avec 6 points en 6 matchs, avec moins 4 de différence de but, comme on l'a dit avec les 3 clubs mentionnés précédemment dehors. Toi, P5, de ce qu'on a compris au fur et à mesure du podcast, pour toi, c'est vraiment elle la pire saison où en championnat, tu finis 7e. J'ai un doute si on est qualifié pour les barrages ou alors est-ce qu'on carrément on n'est même pas en Europe. Qu'est-ce que tu en penses aussi de l'équipe et comme ça, le temps que tu commences un petit peu sur ça, je vais vous retrouver l'équipe notamment qui a perdu à domicile contre l'Apoel Beersheva. Je te laisse commencer, PC. Ah, tu as tout simplement, tu as tout simplement dit ce que je ressens. Là, je vais parler avec le cœur parce que cette saison, pour moi, ça a été la plus dure. Étant donné que je commençais vraiment à être conscient de ce qui se passait, j'essayais vraiment de me renseigner. Voilà, je commençais à avoir un âge assez avancé pour pouvoir voir ça avec beaucoup plus d'intérêt. Et entre la saison cataclysmique avec l'arrivée de Debord, bon, la seule éclaircie, c'est la victoire contre la Juve et dans le derby, je crois que c'est sous Debord, donc c'est cette saison-là. Je crois que c'est cette saison-là avec le maillot jaune, là, jaune pétard, là, Ah oui, horrible. tu Enfin, m'as fait penser. J'ai oublié de le préciser, comme ça tu vas pouvoir rebondir dessus, P5. Et je viens de retrouver la compo, donc je vous donne la compo, ensuite je vous donne c'est intéressant. 4-3-3, Andanovic au cage, défense à 4, Nagatomo, Murillo, Ranoka, D'Ambrosio, milieu à 3, Brozovic, Felipe Melo, bon vieux Felipe Melo, Gary Medel, et en attaque, préparez-vous, ça fait peur, Biabiani, Palacio, Eder. Donc c'est cette équipe qui perd 2-0 à domicile et justement aussi P5 tu parles de Debourg, c'est la fameuse saison des 4 coachs. Debourg, Vecchi, Pioli, Vecchi, donc ils font qui prennent les cadres. Bon, je dis Debourg parce qu'après il reprend la saison. Là ça fait les 3 coachs parce que avant Debourg il y a Mancini qui devait commencer la saison mais il se barre début août
Donc il fait un peu il fait la pré-saison. C'est pour ça que je le compte pas comme ayant fait la saison vu qu'il a pas joué de match officiel. Donc Debourg a pas de pré-saison à faire. Donc c'est un peu la saison des 4 coachs, mais entre guillemets il y a que 3 coachs qui ont entraîné officiellement. Donc c'est aussi cette saison-là. Je te laisse continuer, PC. Ouais, non, comme je disais, pour moi, c'est clairement la saison que j'ai le plus mal vécue. Parce que, comme tu as résumé dans les grandes lignes, hein, que ça soit la Coupe d'Europe, le championnat et même tout l'environnement qu'il y avait autour du club, pour moi, il y avait rien qui allait. Clairement rien qui allait. Tu pensais, enfin, du moins personnellement, du haut de mes 16-17 ans, je pensais que avec les derniers résultats qu'on a vus cette dernière saison, comme je disais tout à l'heure, on pouvait avoir un semblant d'espoir. Mais là, très clairement, dès les premiers matchs, je me suis dit, c'est pas possible, on est reparti pour une galère infinie, à l'image notamment de ce match-là du 15 septembre 2016 qui restera gravé à vie dans ma tête. Ce jour-là, voilà, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est ce jour-là, je me suis demandé, viens, on arrête tout. Viens, j'arrête. J'en ai marre, tu vois, j'en ai marre, c'est bon. Moi, j'ai grandi pour l'anecdote, mais je l'ai déjà souvent expliqué. Moi, j'ai commencé vraiment à suivre l'Inter en 2012. Le premier souvenir que j'ai, c'est le match retour face à l'OM. Vous comprenez bien qu'en direct, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup d'épopées positives. Donc là, je te mens pas, au bout de 400 saisons, c'était la claque de trop. Là, voilà, je me suis demandé, on perd contre des boulangers, avec tout le respect encore une fois pour l'Apoel Beersheva, je ne sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui, hein, mais très clairement, voilà, on ne devait pas trop les redouter, surtout pour un premier match à domicile en Ligue Europa. Perd 2-0, c'est le néant. Je me rappelle, le match, c'est le néant. Alors oui, il y a quelques changements, quelques ajustements, mais Debourg, de toute façon, sa pige n'avait pas été positive. Et même ce qui s'est passé par la suite, hein, ça n'avait pas été positif du tout. La seule éclaircie, comme je disais, c'est cette victoire contre la Juve dans le derby, avec notamment cet extérieur du pied de Perisic pour Icardi, ça je m'en rappellerai aussi. Mais sinon, pour le reste, ce match-là, il sonnait un peu le glas. Et personnellement, je pense que c'est là où l'Inter a touché le plus le fond dans la Banterera. Très clairement, je n'ai pas peur de le dire, perdre à domicile contre une équipe israélienne qui a dû passer par 4 tours de barrage pour être en phase de poule à domicile pour le premier match, où tu as clairement ton destin entre tes mains encore. Personnellement, pour moi, c'était trop et honnêtement, là, j'ai même pas les mots. Je sais même pas quoi dire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match m'a vraiment marqué. Vraiment, vraiment marqué. Et ça a été l'une des premières fois, bon, peut-être pas la première fois, mais c'était l'une des seules fois où j'ai fait une vraie nuit blanche, impossible de trouver le sommeil après cette prestation qui n'était même pas diffusée en France, que j'avais dû regarder en thaïlandais sur un site de streaming qui a dû m'appeler 24 000 pubs. Tout ça pour voir 11 gars se faire éclater, ouvrir en deux par des semi-pros. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va partir dans des termes pas très catholiques. Et Giuliano, c'est la même équipe d'ailleurs qui ne passe même pas le groupe. Hein. C'est Arrête, arrête Southampton Karim, et arrête, arrête. C'est bon, on a c'est compris, on a mais compris. Il c'est passe pas le groupe Southampton, avec nous, c'est bon, on c'est connaît c'est l'histoire, on perd Southampton, au retour, je sais, on sait tous. c'est C'est bon, basta. Southampton et le Sparta Prague qui passent devant l'équipe de mécaniciens du coin. Donc non, mais c'est vrai que pour Giuliano, pour continuer sur ce que dit P5, c'est vrai que pour toi, c'est la pire saison de la banter de l'Inter ou tu en mets une autre? Bah, je sais pas si c'est la pire. Je pense pas que ce soit vraiment la pire. Après, peut-être. Là, à ce moment-là, j'étais toujours pas conscient qu'on allait remonter. J'ai eu un petit espoir parce qu'à un moment, on enchaîne juste avant la mi-saison avec plusieurs victoires. On enchaîne j'ai sous les yeux, hein, je compte 2, 4, 6, 7 victoires. Et après, bah, on perd contre la Juve. Euh, on va faire quelques bons petits matchs un peu en dents de scie. Et à partir de mars, on enchaîne. On perd tous les matchs qu'on avait gagnés avant. Donc, j'ai eu un petit espoir à un moment pendant peut-être un mois. Mais sinon, non. Je pense que la pire saison, à mes yeux, c'est la saison 2011-2012 parce que c'est vraiment la première qui m'a fait réaliser que bah, en fait l'Inter n'est pas toute puissante. Quand t'as connu les années 2000, quand t'as connu le triplé, voilà, tu penses que t'as une équipe intouchable. Et ça a été la plus violente en 2012-2013. Là, je suis encore dans le mood où je me dis, ok, ça va pas, je subis, et peut-être un jour ça va aller mieux, quoi. Mais c'est pas pour maintenant. Ah bah Giuliano, il a bien résumé avec le terme on a subi. C'est ça, en fait,
on avait des espoirs quand même tous les débuts de saison parce qu'on est des supporters, on se dit que ça va aller mieux, tout ça, mais en fait, on était vite calmés en septembre-octobre, on savait, bon, allez, c'est reparti pour une saison de merde. Puis déjà, c'est une saison à 4 coachs. Et moi, j'avais connu la saison 98-99 avec 4 coachs. Et ben moi, depuis ces saisons-là, je suis pas partisan à dégager le coach direct en fait, parce que tu changes, si tu prends pas le bon, bah tu vas le rechanger. Puis c'est une saison, c'est ça, tu bricoles en fait. Déjà, Mancini qui fait la préparation, mais qui fait pas le premier match, ça me fait penser à Marseille. Il y avait une saison aussi où Bielsa il s'était barré après le premier match. Bah c'est tout, tu sais que la saison. Puis Debord a paru, je pense, a paru une expérience à l'Ajax qui avait été positive avant nous. On a vu derrière ce que ça a donné. Donc c'était clairement un mauvais Et choix c'est pour ça aussi. qu'il a été recruté. Hein. J'avais regardé la Ouais, il vidéo avait fait 3 bonnes saisons, je crois, à l'Ajax. 2 ou 3, Ouais, il avait mais fait Bah, ouais, ça. non, on mais est hypé, hein. Enfin, on est hypé, c'est un grand mot, mais on se dit, ok, il est pas mal, lui. Mais Tu tout vois, ce ouais, qui vient de mais quelque l'Ajax, chose. chez nous, ça marche pas. C'est. mais notamment, j'ai regardé la vidéo Banterra de Uncle Sharma, supporter de l'Inter, qui en parlait justement survivre à la Banterera. Et notamment, donc, il parlait du contexte de l'arrivée de Bourg. Mais c'est vrai qu'on est un coach qui est en réussite à l'Ajax. L'Ajax, quand même, voilà, qui est aussi reconnu. On a vu ce qui s'est passé quelques années après. Donc, de Bourg, je pense que après Mancini, c'est peu, c'est peut-être le deuxième coach de l'histoire de la bande terre qui on va dire, nous revivifie un peu cet espoir où tu te dis, bon, ok, là, il fait pas la pré-saison, tout ça, mais tu te dis, bon, vas-y, il a quand même fait des trucs à l'Ajax, il a réussi à former des joueurs, à développer aussi des joueurs à l'Ajax. On sait aussi, côté Primavera de l'Inter, même si il y avait, bon, de toute façon, il est toujours pas à l'équipe 23, mais tu dis, vas-y, il peut peut-être faire monter aussi quelques jeunes aussi joueurs qu'on a. Donc, je pense, voilà, c'est aussi Fede un peu le deuxième coach qui essaye de, pas de nous hyper, mais qui nous redonne peut-être de l'espoir après Mancini quand même. Et puis, franchement, Debourg, désolé, hein, c'est l'un des. Franchement, moi, s'il y a un interiste demain qui me dit c'est le pire coach de la Banter, moi, je suis pas forcément en désaccord avec lui. Hein. Franchement, Ouais, c'est je suis d'accord. au moins l'un J'allais te des. le D'accord dire, aussi, top ouais. 3 pires coachs. Ah oui, de De loin. quoi? Top 3 pires coachs pour moi. Ouais, parce Oui, voilà, que. mais c'est pour ça que c'est pour ça. Hein, pour moi, Et il s'il est y a, il pas y a un interiste troisième. demain, il me dit c'est le pire coach. Moi, je me bats pas avec lui, hein, clairement. Il y a Bah, eu. c'est Franchement, surtout qu'il y avait de l'attente. c'est Ouais, c'est ça. voilà, mais c'est ça. Comme il y avait eu C'est des bons exactement ce que j'allais résultats. dire. Tu m'as volé les mots de la bouche. Ouais, il y avait de l'attente. Mais après, euh, le mariage Inter-Ajax, il marche jamais. Bah, il marche rarement, en fait. Il y a eu tout ce qui vient de l'Ajax à l'Inter. Finalement, moi, j'ai vraiment du mal. J'aime bien l'Ajax, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien les voir jouer et tout ça. Mais leur prendre des joueurs, le seul qui a vraiment brillé chez nous, c'est Snyder, mais qui était passé par le Real entre-temps. Mais les Et passages Onana. Inter-Ajax, ouais, encore Onana, c'est 8 mois. On ne sait pas sur la durée. Peut-être Et que voilà. cette saison, il nous aurait fait la même saison qu'à United. Ça, on Mais je veux pourra dire, jamais après, il est savoir. parti, mais tu vois, il Mais a fait on, Ajax Inter direct. mais Alors, on a certes, il eu, prend un an, mais c'est les deux seuls qui ont marché. on a eu des super joueurs de l'Ajax. On a eu Bergkamp, on a eu Van der Meijden. Ça n'a pas marché chez nous. Donc le contexte Inter, il va peut-être pas quand tu viens directement de l'Ajax. Et Snyder, ça a peut-être marché parce qu'il était passé par le Real entre-temps. Mais tu peux regarder les transferts directs entre les deux clubs, c'est pas des réussites. Hein. Mhm. Ouais, et pour finir aussi, les gars, sur cette saison 2016-2017, d'ailleurs, qui marque, parce que c'est la question que je voulais vous poser. Giuliano, est-ce que pour toi, et ensuite on passera sur vos 11 Banterera, mais est-ce que pour toi, Giuliano 2016-2017, Spalletti arrive du coup en à l'été 2017, est-ce que pour toi, ça, alors évidemment, on ne le savait pas à l'époque, mais est-ce que pour toi, maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, comme on dit et tout, est-ce que pour toi c'est vraiment la saison qui marque la fin de la Banterra? Est-ce que quand on finit cette saison et que on voit Spalletti arriver, réussite à la Roma, bon, 10 ans plus tôt, mais il y avait aussi la réussite à la Roma lors de son deuxième passage et autres. Est-ce que voilà, on a ça qui se structure? Il y a aussi le Mercato 2017 où t'envoies quand même des belles sommes d'argent. Euh, Est-ce que c'est là où tu délimiterais la fin de la bande terre? Non, pour moi, la fin, c'est quand on se qualifie en Ligue des Champions, qu'on fait le grand retour à la fin de la saison 2017-2018. Pour moi, c'est ce moment-là qui marque la fin de la Monterrera. Là, 2016-2017, on a encore, pour moi, on est encore dedans.
pour un petit Non, je veux moment. dire, non, je veux dire l'été 2017. Est-ce que pour toi, l'été 2017, Ah, il y a une rupture l'été avant, après? 2017. C'est ça, l'arrivée de Spalletti, je veux dire. Non, 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 je m'y attendais pas forcément. C'est vraiment quand j'ai vu que ça commençait vraiment à sentir bon. D'ailleurs, bah, la saison est folle, hein. Jusque comment je- c'est jusque attends, je regarde ça vite fait. Jusqu'au 9 décembre, même jusqu'au 16 décembre, on ne perd pas un match. C'est Mais c'est fou. pas 10 victoires de Euh, suite en début de championnat. Il n'y a pas 8 ou 9 victoires. Je sais qu'il y a une grosse série de victoires pour commencer avec Spalletti. C'est plutôt des petits groupes de 4 victoires, 4 victoires, un match nul, 3 victoires, un match nul, 2 victoires, un match nul, 3 victoires, un match nul. C'est plutôt comme ça. Et après, eh ben, on a pris cette habitude qu'on retrouvera peut-être pendant 2, 3 saisons où on va craquer en deuxième partie de saison et on va pas gagner un match jusque mi-février. Et donc, on va perdre un peu des points. Mais c'est vraiment à la fin de la saison là que je me dis, OK, là, on retourne en Ligue des Champions, on a un projet, parce que qui dit Ligue des Champions dit projet euh, plus encadré pour faire venir des joueurs, pour par rapport à Spalletti aussi qui avait créé quelque chose de cohérent. Euh, T'avais déjà fait venir Skriniar à ce moment-là de la SAM. À la fin de la saison, tu vas chercher De Vrij et c'est le début de la base de l'équipe qui va nous servir pour le Scudetto de Conte. Donc, ça va être, c'est seulement en fin de saison que moi je me dis, ok, là il y a un changement. Même pas en fin de saison, c'est à la dernière seconde du match contre la Lazio que je me dis que c'est bon. Mhm. P5, l'été 2017, toi, tu le marques comme la fin de la bande Terrera, cette arrivée de Spalletti, ou comme Giuliano, t'attendras le but des livreurs de Vecino et la qualif en Ligue des Champions pour mettre fin à cette bande terre. Là-dessus, très clairement, je vais rejoindre Giuliano, hein. Quand tu vois de toute façon l'issue de la saison et qu'il te faut une remontée en quelques instants, une inversion du score pour te permettre de retrouver la Ligue des Champions, ça révèle tout simplement le fait que ça s'est joué à un fil. Ça s'est joué très clairement à un fil, à un fait de jeu avec le penalty concédé par De Vrij pour moi qui rebat toutes les cartes. À partir de là, oui, pour moi c'est quand même compliqué de, avec le recul, tu peux dire avec le recul que peut-être l'arrivée de Spalletti a changé les choses, mais sur le fait, c'est quand même compliqué de dire que l'été 2017 marque déjà un tournant, enfin l'été 2016 du coup de la saison 2016-2017 marque un tournant avec l'arrivée de Spalletti parce qu'on ne sait pas, encore une fois, à quoi on va avoir le droit. Regarde l'exemple juste avant alors. C'est vrai que Spalletti a plus quand même de bagages en Serie A, on le connaissait déjà mieux avant qu'il arrive à l'Inter, mais avec la saison que nous a pondu d'abord De Boer et tout ce qu'il y a avant la saison précédente, honnêtement, tu débarques à l'été, tu n'es sûr de rien. Ce n'est même pas les joueurs le problème. Le coach, même s'il a un bon CV, il te foire, c'est la catastrophe. Donc finalement, tu te dis quand est-ce que ça va tourner. Il faudrait peut-être un petit clin d'œil du destin qui te permette de faire la différence. Et finalement, cette saison, bah, c'est vrai qu'elle s'est avérée quand même positive. Mais encore une fois, est-ce que aujourd'hui, si l'Inter ne gagne pas ce match face à la Lazio, est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je ne pense pas. Et pourtant, on aura fait les 37 mêmes matchs, hein. Mais le dernier aurait pu tout changer. Donc à partir de là, c'est vraiment ce match-là, pour moi, au-delà même de la saison, c'est ce match face à la Lazio, pour moi, qui marque la fin de la Banterera. C'est, tu sais, un petit peu le petit clin d'œil du destin, entre guillemets, même si pour moi, la réussite, elle se provoque toujours. Mais la roue a tourné ce jour-là. La roue a tourné et là, l'Inter s'est remis, pourquoi pas, dans une dynamique positive et s'est remis à espérer en retrouvant la compétition reine à l'échelle européenne pour les clubs, à savoir la Ligue des Champions. Donc à partir de là, il n'y a pas de doute à avoir. Ce match face à la Lazio, c'est comme, je ne sais pas, hein, pour la temporalité, le match que vous voulez choisir pour l'entrée dans la Banterera. Moi, je parlerai, comme l'avait dit Fede tout à l'heure, du but du dos de Brandao, un fait de jeu complètement dingue qui va te plonger un petit peu dans le marasme pendant quelques saisons. Et bah là, ce match-là, avec ce penalty concédé, pour moi, ce tacle décollé de Vrij, va signer à l'Inter juste ensuite, ce qui avait fait d'ailleurs polémique hein, du côté Laziali, parce qu'il pense qu'il l'a fait exprès. Mais pour moi, ça montre tout simplement le redressement de l'Inter, ça part de là, tout simplement. Après, pour se faire pardonner, rappelez-vous qu'il avait offert des pizzas. Donc Ouais, c'est vrai. une qualif en LDC, une pizza. Moi, j'ai fait mon Les choix choses simples perso. après, les gars, les choses simples. Les choses C'est simples. ça, les choses simples, hein. C'est une vraie anecdote, hein. C'est, enfin, je veux dire, c'est un Ah truc non, vrai, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai.
incroyable. Je l'ai pas inventé avant, vous pouvez aller vérifier. Par Il s'est contre, fait pardonner par avec des contre pizzas. PM, il en veut toujours à De Vrij parce que lui, il a pas reçu sa pizza à Bastia. Ouais, la LDC, rien à faire, c'est cool. rien à faire. Ouais. PM, il voulait sa Ah, pizza. il a offert qu'aux joueurs et au staff. Il a pas pensé aux supporters de la Lazio. Fédé, toi, Ouais, même c'est ligne le que match P5 là. et Giuliano? Alors, on va dire la fin de la bannière, c'est le but de Vecino. Parce qu'il te ramène. Après, la saison là aussi, on avait quand même plutôt bien commencé. Jovetic avait fait un bon début de saison. Et puis, Jovetic, à un moment, il s'est éteint. L'équipe, ça marquait plus, on gagnait plus. Et puis, en fait, on revient en Ligue des Champions en mode Pazza Inter. Parce qu'on est vraiment revenu sur la fin de saison. On est revenu de loin. À un moment, je me disais, bon, c'est fini, on avait des points d'avance, on les a perdus. Et puis finalement, à la dernière, on va pas dire à la dernière seconde, mais dans les 10 dernières minutes, quoi. Donc, ouais, non, moi je pense que ouais, les déclics du destin, c'est ça. Tu la commences sur le but de Brandao et tu la finis sur le but de Vecino. Mhm. Mais elle a été compliquée aussi quand même la saison là. On est passé aussi par toutes les émotions. Au début de saison, on se dit oh ça y est, on perd plus, on a vaincu, on est en haut de classement. Et puis en fait tout le monde a commencé à nous remonter petit à petit et puis en fin de saison c'est nous qui avons dû courir après les autres. Donc ça nous a encore quand même donné une saison bien pour le palpitant. Pour le cardio, l'Inter la saison là, elle a fait du bien aussi. Mhm. Mais même la saison d'après, quand on pensait qu'on s'en était sorti, il y a Ouais. eu ce dernier match contre l'Empoli. Hein. Où il y Ouais, a Donc, Cette fois-ci, D'Ambrosio c'était qui contre pique une Milan, prise sur la barre. Oh là là, magnifique. Ah ouais, c'était contre Milan, donc la première saison c'était contre la Lazio, et là c'était contre Milan le coude à coude pour revenir en Ligue des Champions. Mais le match d'Empoli, c'est pas où on met le deuxième but et Nainggolan qui est KT abusé. Beda il se fait expulser parce qu'il a retenu le gardien ou c'est pas le match là en fin de saison. Oui, je crois que Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est je l'ai ça, ouais. insulté le jour-là, je l'ai insulté, je lui ai dit mais qu'est-ce qui a été fait lui? Peut-être tu Et il y marques en et a puis un qui a personne. foutu il y en a un qui fout une passe en retrait, je pense, hyper dangereuse aussi. Et Andanovic sauve le face-à-face. Bah, waouh, je pense que je suis mort et Mais j'ai ressuscité au moins deux il y a fois pendant ce pas match. il y a pas un sauvetage d'Ambrosio aussi miraculeux le Oui, jour-là. Si, c'est Vas-y, ça, fais tout le à fameux fait. Dest sauvetage de sur la barre D'Ambrosio. là, mais ça c'est légendaire, ça où il crie partout, on dirait ma mère Ouais. quand je faisais une bêtise. Enfin, c'est fou, c'est fou. Ah non, Ouais, on c'est pensait qu'on en était sorti. Vous imaginez, on pense que ça y est, on est de retour en Ligue de Champions, c'est bon, maintenant les choses vont bien aller. Non, 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 c'est pas de Inter et jusqu'à l'arrivée de Mais Conte où là, d'ailleurs, Giuliano aussi pour finir sur ça, et ensuite on vous donne un bon 11. Mais cette saison, la 2018-2019, bon, voilà, comme vous avez dit, la bande terre un peu c'est fini sur la saison, sur l'été 2018. Mais cette saison-là, mine de rien, moi je me rappelle quand même, c'est là aussi où, et c'est peut-être justement le signe du renouveau de l'Inter, c'est que on avait des saisons de patron. Pour moi, j'ai toujours dit, le prime d'Andanovic, alors ça peut se battre, certains pourraient me dire 2013, 2014 et tout. Pour moi, le prime d'Andanovic, c'est 2017-2019, où 2018-2019, c'est vraiment, euh, entre guillemets, l'expression, peut-être une meilleure saison que 2007-2018. Mais moi, j'ai vraiment envie d'englober les deux parce que pour moi, les deux étaient vraiment de très très haut niveau. Et pour moi, c'est vraiment le prime d'Andanovic où ça pouvait être, c'était dans les meilleurs gardiens d'Europe. Faut pas avoir peur de le dire pour l'époque. T'as la charnière Skriniar de Vrij qui fait aussi une top saison. En attaque, il y a Icardi aussi qui plante ses buts. Au milieu de terrain, tu retrouves, voilà, t'as Brozovic qui enfin, parce que c'était vraiment sur cette saison-là où Brozovic s'affirme en tant que numéro 6. T'as Brozovic qui s'affirme notamment à ce poste. T'as Perisic qui avait un peu pété son cap parce qu'on l'avait pas autorisé à partir à Manchester United. Donc bon, la saison, coup-ci, coup-ça. Candreva qui fait une bonne saison aussi dans l'ensemble. Donc aussi Giuliano, c'est un peu la saison un peu de la révélation des individualités où t'as des saisons patrons de certains, t'as des saisons prime d'autres, t'as des saisons de joueurs qui vont s'affirmer comme Lautaro Martinez notamment. Voilà, c'est aussi fait Giuliano ce qui coupe entre avant et après. ouais, là, on retrouve vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Spalletti, c'est l'entraîneur qui sait te créer un groupe. Et là, on retrouve un groupe de copains. Même si, bon, c'est paradoxal par rapport à ce qui va se passer après avec Icardi et le reste de l'équipe. Mais c'est à la fin de la saison là,
Icardi, ou c'est Ouais, c'est c'est ça. Enfin, ça, hein, c'est là où c'est Handanovic prend ça, le hein. brassard. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Fin de ça. saison, Donc, c'était quand la saison? C'est avant l'Eintracht, non? Et Lautaro finit la saison. Ouais. ouais. Et donc, je pense qu'il y a que Spalletti qui aurait pu faire ça. Peut-être Mancini aussi, mais sinon les autres coachs, ils auraient laissé aller et ils auraient créé un groupe qui allait totalement imploser. Là, Spalletti, il a porté ses couilles. Il a dit, OK, t'es censé être capitaine de l'Inter, tu fais du cinéma, tu veux pas jouer, tu simules une blessure. OK, bah ciao, tu restes sur le banc. Et c'est totalement la bonne décision qu'il a prise. Et c'est ce qui a fait qu'après, on avait une base pour avoir un groupe un groupe de copains. Moi, je pense que dans le foot, ça doit passer ça, c'est d'avoir d'abord un groupe de copains et après, tu as un groupe qui peut travailler sur ses individualités, sur sa technique et qui peut mieux appliquer les consignes du coach. Donc, c'est vraiment à partir de cette saison-là, pour moi, qu'on a toute cette base qu'on retrouve aujourd'hui. Même si on n'a plus grand monde, hein. On a encore De Vrij, on a encore Lautaro, c'est tout en fait. On a encore juste De Vrij et Lautaro. Ouais, c'est Je ça. regarde vite fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, euh, D'Ambrosio, c'était quand même un joueur, je pense, important dans le vestiaire. Comment Brozovic, il a commencé voilà, à prendre de l'importance. Je pense qu'un gars comme Bora Valero, il avait quelque chose à apporter aussi. C'était un grand professionnel. Euh, on avait peut-être un Nengolan un joueur un peu plus léger, voilà, dans le caractère, mais il apportait toujours quelque chose, quoi. Il C'était quelqu'un de France, c'était quelqu'un qui savait faire vivre un groupe aussi. Et donc, je pense que vraiment, à partir de là, on avait la bonne base pour commencer à vraiment passer aux choses sérieuses. Et bien, messieurs, on va terminer sur ça, sur l'effet de la Banterra. On va terminer d'abord aussi avec vos 11. Vous avez chacun concocté votre 11 des pires joueurs de la Banterra. Donc, on va faire ça rapidement avant de passer évidemment au traditionnel quiz. Fédé, je te laisse commencer. Quel 11 que tu nous as fait et en quel compo tu nous l'as animé? Alors moi, j'ai fait un 4-3-3 avec Carrizo dans les buts, Jonathan arrière droit, Alvaro Pereira arrière gauche et une charnière centrale Campagnaro Silvestri. Au milieu de terrain, j'ai mis 3 milieux de terrain, Moudingaï, Karja et Taider. Et une attaque, Selecto à droite, Belfodil à gauche et Tommaso Rocchi en pointe. Ça, oh, punaise, la Pas gueule de la mal. Niente défense. male, pas mal. Évidemment, d'ailleurs, les auditeurs, n'hésitez pas à voter sur quel est le pire 11 parmi ceux de Giuliano, P5 et Fédé. P5, qu'est-ce que tu nous as concocté et en quelle animation? Alors moi, j'ai concocté un petit 3-5-2 qui peut s'articuler en 4-3-3 parce que oui, Banterera ne veut pas dire né en tactique, hein. Je vais essayer un peu de relever le niveau. On peut s'adapter en 4-3-3, c'est vous qui voyez selon les phases de jeu. Bon, il y a certains noms évidemment que Giuliano reprendra, je pense, et que Fede a déjà repris. Dans les cages, Carrizo, je le rejoins. Défense à 3 parce que moi, la Banterera, je l'ai un peu allongée. Je suis allé jusqu'en 2017-2018, personnellement, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Défense à 3 avec Felipe, Silvestre aussi et Sainsbury. J'ai jamais compris pourquoi il était venu, mais écoute, il était là, donc je Bah, le mets c'était quand un même. accord avec Ouais, le avec le groupe club de de. Sonning, avec le club Sonning Ouais, de Jiangsu là. c'est Mais bon, ça. voilà, Ouais, c'est ça. il avait pas, voilà, il était là quoi, mais il était pas là, donc je le mets quand même. Piston gauche, Alvaro Pereira, forcément. Piston droit, Jonathan Biabiani. Je triche un peu, mais il pouvait jouer défenseur droit, donc je ne peux pas le mettre piston. Mais ce gars-là, il a fait des allers-retours incessants entre Parme, le Sparta, etc. Il mérite sa place. Milieu de terrain quasiment identique à Fede, Mujingai, Taider. Et moi, j'ai mis Kuzmanovic quand même, parce qu'il m'a pas laissé des très bons souvenirs. Et devant, attaque à 2, j'ai mis Belfodil. Avec, au départ, je voulais mettre Rocky, mais quand même, pour moi, c'est peut-être le symbole de cette bande Banterera, les gars. Vraiment le symbole. J'ai mis Samuel Elongo. J'étais obligé. Pour le fun, j'étais obligé de le mettre parce que ce mec-là, on l'a travaillé partout, le pauvre bordel. Je sais pas où est-ce qu'il est actuellement. Je crois qu'il est en Mais troisième lui, ligue espagnole. non, mais P5, je suis obligé de revenir sur Longo. Le problème, c'est pas qu'on l'a trimballé partout, c'est que lui-même, il s'est trimballé dans toute l'Italie. Oui, Franchement, je pense que je peux faire une mort subite des clubs où il n'a pas joué, et à la fin, la mort subite va être plutôt court.
Ah, au Ouais, contraire, il est Fenouil, pire C'est que dommage, Gradlin, hein, ce parce mec. qu'il avait, Et c'est le, il avait, c'est- il lui avait- c'est lui c'est Borriello mais version améliorée, tu sais, c'est version luxe, Mais, tu vois, il a fait encore plus de clubs que mais Borriello, faut le franchement, faire. pour moi, Longo, c'est vraiment l'emblème de la Banterera. Très clairement. Pour moi, c'est lui, quoi. Quand tu me dis Banterera, je pense à Samuel Longo et ses longs cheveux là sur le dessus avec son dégradé à 5 euros là. Magnifique. Annoncé comme une pépite hein, quand il sortait de la Ah oui, Primavera. oui, c'est pour ça. Après, il est travaillé, Ouais. c'est petit à petit, les temps passent, tu te dis, ah non, en fait. Ouais, peut-être pas. Ah, peut-être après peut-être qu'il mangeait, après c'est une pépite, peut-être qu'il mangeait des pépites de chocolat et que c'était une pépite, hein, peut-être pour ça, tu vois. Peut-être on a eu la mauvaise interprétation, on sait pas. Pas mal le 11, hein, j'aime bien aussi ce 11 là. Pour Longo, je suis presque prêt à voter pour toi P5, rien que pour Longo. Ah non, j'étais obligé là. Et C'est Giuliano, marrant, je te laisse. t'as mis des joueurs qui jouaient pas beaucoup quand même. Genre Felipe, il a quasi pas joué. Ouais, mais justement, parce que pour Biabiani, moi, tu vois, il Banter, était là une saison sur 3. c'est-à-dire, Banter, tu vois aussi, si t'es là, pourquoi t'es là, en gros. C'est Ok. genre, quelle idée Ah, qu'il soit là. Je suis ok. vraiment allé chercher, tu vois, Sainsbury, pour moi, c'est l'exemple parfait. Enfin, pourquoi? Oui, pourquoi, mais Ok. non, il n'y a pas intérêt. C'était Et qui Giulia- le défenseur je te laisse qu'on avait finir, Giuliano. pris? Oh. Ouais, et après, je te donne mon 11. Mais Vas-y. c'était qui le joueur qu'on avait pris un été et il était reparti le même été? Erkin, Caner Erkin. Ouais, c'est ça, c'est Alors qu'il était Erkin. grave Ouais. prometteur, hein, mais j'ai voulu Ouais, le mettre mais aussi, mais lui, il a pas joué du tout. il est venu libre, on l'a vendu. Ouais. On a gagné de l'argent, donc on peut pas trop rien lui dire à lui. C'est vrai. Alors, je vais vous donner donc mon équipe. Moi, je l'ai plutôt fait vraiment soit au niveau des performances ignobles, soit au niveau des attentes. Déjà, dans le goal, j'ai mis personne, moi, Alors parce que je tu l'as trouve que animé, personne ne tu l'as le animé en méritait. comment? T'as fait un En 4-3-3, un 4-4-2. 4-2-3-1, En 4-4-2, ok. 4-4-2 losange. 4-4-2 losange. Et, Allez, vas-y. ouais. Et en fait, au goal, j'ai mis personne parce que bah, y a personne qui a joué et je trouve que ce serait pas cool de mettre Carrizo parce qu'il nous a dépanné en Europa League, même à plusieurs Pour, moments. pour la blague un peu aussi, Giuliano, alors on préparait aussi un peu le podcast avec Maxime de la Team BD Mata. Lui, quand on parlait de 11, il a tout de suite pensé à Vidbelek. Bon. Est-ce que, bon, c'est Ah vrai qu'il ouais. n'avait pas joué presque, mais c'est vrai que j'aurais accepté même un Vidbelek au cash. Parce que bon, voilà. Tout ce qu'il Oui, moi, représente, je partais je partais du principe de voir les joueurs et ce qu'ils m'ont fait ressentir. Et franchement, au goal, j'étais testé personne, quoi. Par contre, après, waouh. Après, Jonathan, voilà, on a Jonathan donc en défenseur latéral droit. On a Rolando en défense centrale avec Campagnaro. Et en défenseur latéral gauche, évidemment, Alvaro Pereira. Donc là, je pense qu'on a vraiment une défense bien crade, bien gruyère, comme ça, qui laisse tout passer. Au milieu, on a Taider, on a Kondogbia, Mvila et João Mario devant. Donc là aussi, on a des joueurs qui sont très décevants. Et on a l'attaque Belfodil Gabigol. Belfodil, c'était très très compliqué de le voir. Je pensais, lui, j'avais un petit espoir parce que je savais qu'il était un peu technique, qu'il pouvait apporter quelque chose. Au final, pas du tout. Et Gabigol, bah, c'est juste qu'on avait d'énormes attentes par rapport au prix. Mais peut-être qu'on saura un jour. Il faudra demander à un des coachs pourquoi est-ce qu'il jouait pas. Hmm. Franchement, désolé, hein, moi il a mis Moi, Rolando attends, Campagnaro, je vote. Moi je vote pour, moi, Mais je veux Giuliano, juste là. après, on changer. l'a pas Il a fait de mis la même Rolando façon. Campagnaro. On l'a pas Non, fait de mais la en même fait, façon parce que moi, je l'ai fait, par ouais. exemple, tu vois, moi, je l'ai fait, comme je l'ai dit, par rapport aux noms les plus horribles, les noms. J'ai pas fait par rapport, tu sais, aux Il y avait attentes. Parce qu'évidemment, sinon, Rolando. j'en aurais mis d'autres. C'est pour ça, chacun aussi a sa définition du truc. C'est pour ça, Oh d'ailleurs, là quand même, que je Ouais, t'ai c'est demandé. marrant. Mais c'est intéressant ce que tu as fait parce que du coup, moi, je l'avais pas perçu comme ça. Ouais, bah Mais moi, ouais, pour te dire, j'ai c'est demandé à Karim hier, pour être honnête, je lui intéressant. ai demandé, tu veux quoi comme 11? Et il m'a dit les joueurs les plus nuls, les plus nuls. Les mecs, genre, le nom, tu sais même pas qui Hmm. c'est. Bah, c'est fait. Bah, Ah, Ah moi, oui, par ok, contre, oui, de ce point de vue-là, ok. je changerais bien mais mon gardien non, Carrizo en Castellazzi. J'avais oublié Castellazzi. Ah non, Katsa moi, Zanetti, il a dit ses Ah, mots dans sa c'était une cérémonie horreur ces d'adieu. Rien matchs. que pour ça, il mérite pas sa place. Rien que pour ça. Ah ouais, mais il était faible. Oh là là. Ouais, mais c'est un deuxième gardien, tu sais, les deuxièmes gardiens, on s'en Ouais. fout Troisième. en général. Troisième, Castaldi, troisième. Ouais, mais Ouais, il est Carrizo, passé c'était troisième, pas, à un moment, il était deuxième. Ah, il c'était était déjà pas Carizzo titulaire hein, à non. l'époque. Hein. Castaldi, il arrive derrière.
Ah, il joue Ok, quand parce même que une j'ai des trentaine de souvenirs matchs à de. l'Inter, hein, Castellazzi. Hein. Ouais, J'étais en train de j'ai des regarder. souvenirs de lui qui jouait, donc c'est qu'il était deuxième gardien. Ah, ok. 36 matchs, il a fait de 2000 à 2014. Ah ouais, d'accord. Mm. Ah ouais. Ah, mais bah, de toute façon, tous vos 11 en vrai sont j'allais dire qualitatifs, c'est peut-être pas le bon mot employé pour la bande Herrera, mais sont pertinents, on va plus utiliser ce terme. En tout cas, il y a Et, des joueurs qui reviennent souvent quand même sur les trois. ouais. Mais Du bah, de toute façon, il y Alvaro avait Ouais, mais je pense Pereira. qu'on est dans les d'accord deux, il y avait pour dire Alvaro Pereira, il y avait ouais, Alvaro Campagnaro, Pereira. il y Je suis avait étonné que vous ayez pas Taider, mis Biabiani. Belfodil. Il y en a aucun qui a mis Biabiani à part moi. Non, t'es le Mais seul. non, mais Ouais, Biabiani, je te trouve un Bah, peu dur bien, parce que vraiment, bah, puis, à mais, chaque fois, lui, il allait à Parme, il revenait chez Bon, nous. Il allait à attends, Parme, il revenait chez attends, nous. Giuliano, en une pensée, je pense que je peux te faire changer d'avis. Est-ce que tu te rappelles de la scène où il y a Nagatomo qui dédouble et il lui donne pas le ballon? ils sont Oui, à ben deux. oui, Eh, rien que pour ça, je pour vois moi, le c'est gif tous signé. les 2 jours. C'est signé. C'est Bah, signé. après, il te met troisième but en finale de championnat du monde des clubs aussi. Donc, il n'y a pas Ouais, été. génial, super. Ouais, Ouais, mais contre le bon. tout puissant Mazembe. Ouais, contre le C'est ça. tout-puissant Et, et, Mazembe. pour, Ouais. et juste avant de passer au quiz, les gars, juste en un mot, pour vous, le joueur, entre guillemets, le meilleur joueur de cette bande terre qui, on va dire, parce que ça serait entre guillemets logique de dire Icardi, mais on va dire, allez, il a fait la dernière saison sous Spalletti, un mec vraiment qui était limité à la bande terre, donc on va dire 2011-2018, grosso modo, si on veut grossir le trait, pour vous, c'était qui un peu le meilleur joueur de cette bande terre où vous vous dites, punaise, lui, s'il avait joué dans l'équipe de Conte ou là, dans l'équipe d'Inzaghi ou dans un Inter un peu meilleur, oh, le joueur de fou que ça aurait pu être. Il y en P5, a tu deux. dirais qui, là, ce joueur-là? Ah, il en faut qu'un. On choisit Bah, ici. La vie est un choix. factuellement, si tu dis pas Icardi, tu dis Andanovic, tu es obligé. Moi, je Même dirais s'il est pas aidé par une bonne Lazio. défense, Icardi Ouais, est moi, devant. pour moi, c'est pas Lazio. Hein. Ouais, Après, Andanovic, il a joué dans l'équipe de Conte. Tu vois, c'est Ah, pour ça que ok. je disais, ce ouais. mec-là, voilà, un mec qui a vraiment Ah, fait moi, 2011-2018. C'est-à-dire, il est Kovacic. parti avant Kovacic, 2018. moi. Kovacic, tous les jours. Ok. Il avait le Kovacic pour potentiel de P5. fou. Moi, Giuliano. Pas Lazio pour moi. Palacio pour Palacio, Giuliano. Et Fede. ouais, le joueur, il était tellement au-dessus du lot. ouais, C'est idem, hein, fou. moi aussi, Palacio. Palacio, dans une vraie équipe, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Parce qu'il y a vraiment quand même. Là, il était pas. Pour un attaquant, il y avait vraiment derrière. C'était pour le servir, c'était vraiment. C'était compliqué, quoi. Mhm. Mais on se rend Mais compte de ce que Palacio a Un, fait. C'est fou. Il a un porté Pal. l'équipe. Hein. Il a vraiment Un porté l'équipe. Pal. Il a même joué gardien. C'est vrai. Ouais, ouais. Un Palacio de sa première saison sous l'équipe d'Inzaghi, Ouais, ça aurait été. j'avoue. Ça aurait pu être un régal. Bon, après, avec des si on met pas en bouteille, mais bon. Mais juste comme ça. Et moi, alors, perso, je valide vos deux choix, même si j'ai une petite tendance pour P5. Moi, perso, et vous, je pense que je l'avais déjà dit dans plus de podcasts, moi, le joueur, j'aurais aimé voir, alors, c'était pas le meilleur, hein, clairement. C'est pour ça que je diffère un peu sur ma question, mais c'était pas le meilleur. Mais lui, j'aurais vraiment aimé le voir dans une équipe de Conte ou dans une équipe d'Inzaghi aussi. Moi, c'est Verbanega. Ce mec-là, le ballon qu'il avait, si on avait une meilleure Ça, je suis équipe, d'accord. même si on était, voilà, bon, on était fin bancaire, mais si on avait une meilleure équipe Banega en numéro 10 dans un 4-2-3, on aurait eu franchement, on aurait eu un des meilleurs joueurs de l'Inter sur la période où il était, c'était vraiment un joueur fou. Mais Kovacic, je valide clairement, parce que ce mec-là, Mais bon, au moins, on a fait le une bonne problème, bascule financière avec lui. Il a performé chez nous et on a fait une bonne bascule le financière. problème avec Allez, il y a du Kovacic, regret, mais je sais pas s'il aurait aussi bien grandi à l'Inter qu'au Real. Parce que je pense que le Real, ce qui l'a aidé aussi, c'est il était entouré d'excellents joueurs. Là, l'Inter, sa progression, elle aurait peut-être été moins flagrante. Parce qu'il y avait pas non plus. C'était lui qui portait l'équipe, quoi. ouais, c'est ça, c'est pour ça que dans une équipe meilleure, mine de rien, est-ce que il aurait pas pu. Genre comment ça s'appelle? Un Kovacic ou Conte, j'ai bien aimé voir ça, tu vois. Donc, Et du coup, moi, mon et... 11 entraîné par Debord. Parce qu'il faut un 11, mais un Ah oui, coach là, aussi. bah, le coach de bord, Ouais. Giuliano et Peskin, vous rajoutez qui comme coach? Je vais le Le mettre coach aussi, hein, Banter? parce que la pire saison de ma vie, c'était lui, donc on va le mettre. Hein. Ouais, de bord Giuliano? aussi. Allez, bon. Allez, de Bon, au bord, moins, The il aura Worst gagné quelque Manager chose. of Il History aura of gagné Premier quelque League. chose. Bon, messieurs, on va passer au quiz, qui est d'ailleurs est tout bénef pour Giuliano, parce que bah, techniquement, au pire s'il perd, bah, il pourra toujours dire qu'il était venu une fois, donc ça compte pas. Et s'il gagne, bah, il aura tout raflé. Donc techniquement, Giuliano, toi techniquement, tu viens pour le bonus. Et Ok. attention, P5 vient pour jouer sa place, parce que sinon il va retomber dans le fond, il va retomber dans la relégation, il peut redevenir le Sassuolo. Et on a Fede qui peut consolider
sa première place. Évidemment, question spéciale Banterera, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Allez. On y va. Ouais. Allez. Question numéro 1. Donc là, c'est entre guillemets, il faudra me donner un chiffre. Donc chacun me donne son chiffre. Donc dès qu'il y en a un qui a répondu, les deux autres répondent immédiatement pour pas qu'il y ait trop de temps de réflexion. Et ensuite, comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est au plus près. Combien de joueurs non européens sont titulaires lors de Inter-Tottenham le match aller en mars 2013? Combien de joueurs non européens? 6. 6 pour P5. Ouais, Quatre. Fede, moi, je vais Giuliano, dire 5. 5. 4, 5, 6. Bon, on a fait tous les chiffres. Alors, déjà, est-ce que vous pensez que vous en avez quelques-uns, les joueurs non européens? C'est pas le point, mais juste pour savoir si vous les avez. Guarin, Bah, Palacio, Palacio. Guarin. Non, Ah non, 2001. non. Pour moi, il n'y en a aucun de bon. Zanetti. Là, Dodo. un de bon. Non. Ah non, attends, Tottenham. Ah oui, donc en Ligue des Samuel Champions ou en Europa League? Oui, En Europa League. 7 mars En Europa League. 2013. 7 mars 2013. En Samuel. Europa Alors, League. il y avait Juan Jesus, à latéral gauche, Zanetti, Cambiasso, Ricky Alvarez et Pereira. Donc, il y avait Ah, 5 5. joueurs. Voilà. Et du coup, c'est Giuliano qui prend 2 points, parce que bah, tu as eu le tout pile, Giuliano. Donc, 2 points, Super. 2 points pour toi. Question numéro 2. Pareil, toujours au plus près. Combien de défaites, et en plus on en a parlé, donc il faut que vous vous en souvenez bien, combien de défaites a subi l'Inter lors de la fameuse saison 2012-2013? 14. 2014, 14, ouais. Donc 14 pour vous deux? Ouais, je peux dire la même chose que lui, même s'il a dit avant? Ouais, c'est droit. Vous l'avez dit à peu près en même temps. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est 14. Et P5? J'allais dire 13 ou 14, mais après, tu vois, les deux, ils me. Vas-y, on va dire 13 pour le jeu, mais j'aurais dit 14 13. aussi. Et bien ça fait 1 point pour Giuliano et 1 point pour Fede, puisqu'il y avait 16 défaites. Ah, 16. Ouais. Saison 2012-2013, je rappelle, 38 matchs, 16 victoires, 6 matchs nuls, 16 défaites. On a fait au moins un peu, tu vois, Wow. petite égalité, 16 victoires, Quelque 16 part. défaites. Alors là, c'est chacun d'entre vous qui va devoir me donner 2 réponses. Cette saison-là, justement, les 16 défaites, il faut que chacun à votre tour, vous me donniez 2 équipes contre qui l'Inter a perdu cette saison-là. Donc, je vais commencer par celui qui a le moins de points. Donc, Fede a 1 point, Giuliano a 3 points. Donc, Gualtiero, tu n'as pas encore point. Donne-moi 2 équipes contre qui l'Inter a perdu cette saison-là. Oh, ouais. 2012, Les fameuses 2013, 16 défaites. 2012-2013, il y a eu 16 défaites. Donne-moi 2 équipes contre qui on a perdu. 2012-2013, bon, franchement. En général, il y a des équipes contre qui on a perdu 2 fois. On a réussi à faire l'exploit de perdre 2 fois. Vas-y, hein, on va y aller tranquille. Hein. 2012-2013, il y a bien un match qu'on perd contre la Juve, non? Il y en a un qu'on gagne, l'autre qu'on perd. Juventus. C'est ça. Et le deuxième? Ah, il faut que j'en donne un deuxième. Ouais, 2 équipes. Juventus et. Je sais même pas, franchement. Vas-y, Milan, allez, on y va, j'en sais rien. Non, il n'y a pas Milan, Ouais, je sais pas. malheureusement. Fede, 2 Donc, équipes du coup, contre qui on perd en 2012-2013 en Serie A. Du coup, Et il peut pas dire la Juve. 2012-2013. Je vais tenter le Chievo Vérone. Le Kiev-Vérone, ce n'est pas bon. Donc, vu qu'il faut avoir les deux pour avoir le point, donc on passe à Giuliano. Giuliano, 2 défaites en 2012-2013. La Roma et la Fiorentina. La Roma et la Fiorentina, 2 bonnes réponses. 1 point pour Giuliano. Alors, chez les 16 défaites, on avait la Roma, Sienne 2 fois. 2 fois contre Sienne. 2 fois défaite contre l'Atalanta, défaite contre Parme, 2 fois défaite contre la Lazio, 2 fois défaite contre l'Udinese, Fiorentina, Bologne, Cagliari, Palerme. Bonne brochette Palerme. contre qui on a perdu. Tiens. Non, Sienne, je savais pas s'ils étaient pas descendus avant. J'hésitais. Alors pareil, là, alors c'est pas un au plus près, mais il va falloir que vous me donniez les réponses les uns entre guillemets directement après que le premier a répondu. Je veux que vous me donniez les 3 coachs qui ont eu la meilleure
la meilleure moyenne de points par match durant la Bandera, en sachant que j'ai sélectionné à partir de Ranieri et j'ai fini à Vecchi. Donc Spalletti n'est pas compté et comment il s'appelle Benitez n'est pas compté non plus. Donc de Ranieri à Vecchi, je veux que vous me donniez les 3 coachs qui ont eu la meilleure moyenne de points par match de l'Inter. Et il n'y a pas, il y a pas des, enfin, il y a pas deux coachs qui sont à égalité. Donc il y a bien un classement bien Mancini. établi. Attendez. Il Ouais. faut vous me donnez une liste de 3. Après, chacun pourra Ah, utiliser les coachs. ok. C'est pour ça qu'on donc P5, toujours tu as le moins nombre de points. Donc je sais commencer. Quels sont pour toi les 3 coachs qui ont eu la meilleure moyenne de points? Durant cette J'ai 2 200, secondes pour réfléchir ou pas? Il m'en manque un là. Ah, il m'en faut tout de suite. Bah écoute, j'ai Mazzarri, Mancini, et en troisième là tout de suite, j'ai pas, j'ai pas. Allez, vas-y, Strabaccioni pour le kiff, mais j'en ai pas d'autres là. Tu m'as pas Ok. laissé le temps de réfléchir. Fédé, tout de suite. Mancini, Mazzarri et Vecchi. Mancini, Mazzarri et Vecchi, c'est ça? Ouais. Et Giuliano? Vecchi, Mancini, Mazzarri. Bon, à cette question, c'est 0 point pour tout le monde puisque c'était Vecchi avec 2 points par match, Pioli avec 1,67 points par match et Wow. Mazzarri avec 1,66 points par match. Donc personne Wow, on a surestimé n'a dit, Mancini. et On a vous sous-estimé Pioli. Pioli Ouais, incroyable, vraiment. évidemment. On va le faire écouter aux Milanais, ce podcast. Ouais. Alors, question numéro 5, le fameux qui suis-je, qui vaut 1 point. Donc, comme d'habitude, je lis une phrase par une phrase et ensuite, quand vous avez la réponse, vous attendez que je finisse la phrase en question et je vous laisse répondre. Et évidemment, quand vous avez donné une réponse, il faut attendre que les 2 autres l'aient donnée ou alors d'attendre un délai de 10-15 secondes. Je suis né le 14 avril 1991 à Gava. Désolé pour la prononciation. Je commence à jouer au football dans le club amateur de Gava, justement. À l'âge de 8 ans, j'intègre la Masia du Barça. Je débute en championnat le 26 février 2011 avec Montoya. l'équipe Montoya, bonne réponse de P5, même s'il m'a pas laissé Bien finir. joué. Ah oui, pardon, C'est pas mais bien. c'est trop dur, c'est trop dur. Genre, si j'attends la fin de la phrase et quelqu'un le dit avant. C'est ça. Montoya, attends, bon, je vais pas tout dire. Je n'ai jamais joué avec l'Espagne. Ma déclaration quand j'arrive à l'Inter, ce n'est qu'un prêt. Dans 2 ans, je reviens au Barça. Vraie phrase. Du coup, il est où là maintenant? À la retraite? Il est aux States, non? Je crois qu'il est aux States. Peut-être Je crois. Voilà, écoute, à ce niveau-là. Alors, pour récapituler un petit peu, pour faire un petit point, donc Giuliano a 4 points du coup. Fédé 1 point et P5 a 1 point. On continue avec la question numéro 6. Hop là. Donc je me perde. Donc là, c'est une question pour chacun d'entre vous. P5, du coup, tu as égalité avec Fédé. Bon, cette fois-ci, on va prendre Fédé. Fédé, il y a 3 questions qui s'offrent à toi. Laquelle tu veux? La 1, la 2 ou la 3? Bon, la 2. La 2, ok. Eder est le meilleur buteur de l'Inter en phase de groupe d'Europa League en 2016-2017. Mais combien de buts a-t-il mis? 3 buts. Mauvaise réponse. Il a mis 2 buts. C'est Pas loin. P5. Est-ce que tu prends la 1 ou la 3? La 3. Quelle équipe finit devant l'Inter lors de la saison 2012-2013 en Serie A? Catania. Catania, bonne réponse. Et du coup, Giuliano, il te reste la question 1. L'Inter perd 4-1 contre Cagliari en 2014. Egdal marque un triplé. Mais qui était le gardien de Cagliari? Gardien de Cagliari. Waouh. Gardien de Cagliari. Ah, elle est pas mal celle-là. Gardien de Cagliari. Franchement, j'en ai vraiment aucune idée. Hein. C'était notre ami Ouais, je sais. Alessandro Cragno. Il Oui, était déjà gardien Cragno, de mais Cagliari. oui, c'est Cragno. Déjà Purée. gardien de Je Cagliari à le l'époque. cherchais. Alors, calcul de maths.
Ça va aller très vite, donc je m'attends à ce que la réponse va arriver tout de suite. Je veux que vous me calculiez les buts de Schelotto, toutes compétitions confondues à l'Inter, plus les buts de Kuzmanovic, toutes compétitions confondues à l'Inter. 2. 10. 3. Donc j'ai du 3 pour Fede, 6 pour P5 et 2 pour Giuliano. Ouais, Ouais. C'est ça, je me suis pas trompé. ça. Ouais, ça. Eh bien, Giuliano prend encore un tout pile, donc il prend 6 Wow. points parce qu'ils ont bien marqué un but chacun. Incroyable. Ouais, les deux. C'est fort. Ça inspire ça inspire le respect. Et du coup, on arrive sur la dernière question, qui est la mort subite, qui vaut 2 points comme vous en avez l'habitude. Mort subite, Milan vs Inter, 31 janvier 2016, 3-0 pour le Milan. Je veux que vous me donniez la fiche de match du côté de l'Inter. Donc titulaires, remplaçants qui sont rentrés et remplaçants qui sont pas rentrés. C'était sous Roberto Mancini. Du coup, vu que P5 avait marqué le point, donc normalement c'est aussi à Fede de commencer. Fede, je te laisse commencer. Tu peux redonner la date juste 31 janvier 2016, pour éviter qu'on se trompe. Victoire 3-0 du Milan. Bon, comme je suis pas. Moi, les morts subites, c'est pas ma tasse de thé. Je vais faire du simple Handanovic, histoire de passer un tour. Handanovic était ici. P5. 2016-2017. Réfléchis. Gary Medel. Gary Medel était titulaire. Giuliano. J'ai- Attends, on a déjà dit Andanovic et Medel. Medel. Ok. Ok. Jovetic. Jovetic était titulaire. Fede. Ok. Allez, Nagatomo. Nagatomo était sur le banc. Il n'est pas rentré, mais c'est dans la feuille de match, donc bonne réponse. Miranda. Miranda était titulaire. Giuliano. Murillo. Murillo était titulaire aux côtés de Miranda. Fede. Icardi. Mauro Icardi était sur le banc et est rentré. Gualtiero. Danilo D'Ambrosio. Dani Ambrosio était sur le banc. Bonne réponse. Giuliano. Kuzmanovic. Kuzmanovic n'est ni titulaire ni sur le banc. Ah mince. Fede. Brozovic. Brozovic était titulaire. P5. Perisic. Perisic était titulaire. Fede. Candreva. Ah, je suis éliminé, moi. Ah, c'est ça. Ah mince. Candreva n'est pas sur la feuille de match. Bah oui, parce que si, il arrive en 2017, Candreva. Ouais, il arrive juste Donc, après. Je t'ai dit que moi, c'est les ça. morts subites, c'était tout ce que je préférais. Karim, je Donc, peux t'en sortir deux ou c'est. trois là si tu veux pour flex. Non, je rigole. Bah, de toute façon, il faut que tu valides. Ah merde, c'est moins drôle là. Bah écoute, on va voir si j'étais bon. Hein. Eder. Eder est titulaire sur la feuille de match. Bien joué, P5. Qui malheureusement, P5, ça sera pas suffisant. Il y a 6 points pour Giuliano. Il y a eu meilleur que moi aujourd'hui, comme souvent. 4 pour toi. Alors, je vais évidemment vous faire recompter les points. Donc, Giuliano avait pris 2 points sur la première question. Sur la deuxième question, il avait pris aussi 1 point. Un autre point sur la question 3, 4. Ensuite, c'était toi, P5, qui avait découvert pour Montoya, c'est ça? Ouais. Donc, toi, ça fait aussi sur les deux. Et du coup, sur la mort subite, t'en as pris 2 autres, donc ça te fait 4 points. Donc, ouais, si j'ai bien compté, ça fait bien 6, 4, et du coup, bah, 1 point pour Félix. Bon,
Eh ben, Giuliano qui prend une victoire quand c'est bon. Challenger. Là, P5, ouais, en challenger, t'es Non, mais à chaque arrivé. fois Bon, à chaque fois qu'il y a un invité, c'est lui Ouais. qui remporte le quiz. Ça s'appelle la c'est à chaque politesse. fois. Ou alors Voilà. ça met peut-être en relief le C'est ça. niveau de la team Benamata, ça c'est autre chose. Ouais, là, c'est vrai que Fédé, quand c'est plus face aux gens de la team Bene Amata, hein, il y a du mal, hein. Bon. Là, je te rappelle en plus du Giuliano, tu fais un peu du mal J'ai à P5, qui va j'ai retomber fa- dans les bas-fonds du classement. Moi, Ça y j'ai est, effacé Ah la mince, saison bannière de ma 2015 mémoire. 2016, on est de retour, bordel, c'est pas possible. La Moi, j'ai Bantera effacé ne la s'arrête jamais bannière de avec ma P5. mémoire. Là, tu me fais une appel Berchiva, Giuliano, c'est pas bien ça. Pas bien. Pas bien. C'est-à-dire Ouais, que là, tu me considères comme un Apple Bercheva? J'irai pas jusqu'à là, mais disons que tu baisses dans mon estime. Tu baisses dans mon estime. Non, non, je rigole, je rigole. Mais bon, de toute façon, il va falloir se battre avec nos armes, hein, Karim. Hein. Là, le maintien, c'est jusqu'au bout. Ah, de toute façon, là, il va falloir rester. Pour ça, t'es pas non plus dans les pires intervenants. Si on garde sur le niveau de points que t'as, ça va. Bon, t'es dans le fond, mais ça va. Par contre, le niveau ratio, tu flirtes vraiment avec le fond. Je crois qu'il y a que Nico et Alban qui font pire que toi. Que je salue les deux, évidemment. Voilà. On espère évidemment que les deux reprennent des points. Et tu fais moins bien que Maxime. C'est pour dire quand même, là, c'est vraiment. C'est un peu Maxime, c'est un Mais peu le niveau. après, C'est-à-dire que si t'es au-dessus de encore Maxime, une fois, Karim, ça va. Si t'es rappelle en combien de dessous, quiz j'ai fait. Combien de quiz j'ai fait, rappelle-le juste. Parce oh que là, oh là, voilà, tu vois, il y en a qui t'as n'osent quoi, pas se mouiller. Moi, je t'as me 8, mouille. 9 Moi, je quiz viens, là. je joue. Je perds, Je crois ok? que t'as Mais 8, au moins, je joue. ouais, c'est ça. T'as 8-9 quiz. Bon, Voilà, que de voilà. victoires, mais t'es là. Non, mais dis les Tu termes, voilà, dis les participes. termes. Dis les termes. T'es un peu pour faire un peu le parallèle Pantera, t'es un peu le Yuto Nagatomo. T'es là, bon, tu performes pas et c'est horrible, mais t'es là, tu vois, t'es présent. T'as le brassard, quoi. J'ai toujours kiffé les Japonais, de toute façon. Bon, messieurs, on va s'arrêter là sur ce podcast et ça nous permet en même temps de clôturer cette page Banterera et tout. Je pense que de toute façon, mine de rien, sur tous ces faits-là, on est revenu sur vraiment une grosse partie de la Banterra. On a dû faire bien 70-80% de ce qui était important, notamment dans cette période sombre pour l'Inter. Et maintenant, on va pouvoir se tourner vers des jours meilleurs avec cette deuxième étoile, avec la saison prochaine qui arrive, la Ligue des Champions, le Mondial des clubs, le potentiel back-to-back à aller faire et aller chercher de nouveaux objectifs. Merci P5, merci Fédé, merci Giuliano pour ce podcast. Et nous, bah, on se retrouve comme d'habitude pour un prochain podcast. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!